Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Alors je me suis rendu compte que c'est vrai que j'avais arrêté de vous raconter ma vie en introduction du podcast et c'est peut-être aussi pour ça que vous n'écoutez pas les introductions ou que vous les sautez. Donc je vais vous raconter ma vie en début des podcasts et aujourd'hui typiquement je vous écris depuis une très jolie salle de réunion avec une vue absolument sublime sur Lyon. L'est de Lyon plus particulièrement, salle qui m'a été prêtée par le cabinet Lex Case où je vais faire une interview cet après-midi et pendant mon séjour lyonnais ils m'ont proposé de m'accueillir en coworking, donc ça fait 3 jours que j'ai le plaisir de partager ces locaux et je les en remercie. À Lyon, j'ai rencontré la commission de l'innovation, j'ai rencontré aussi des auditeurs et des lecteurs de Fleur d'Avocat. Cet après-midi, je fais une interview donc et puis ce midi, je vais déjeuner plus particulièrement avec une auditrice de la toute première heure de Fleur d'Avocat, Rachel de Vidal, qui m'avait d'ailleurs conseillé une interview puisqu'elle m'avait conseillé Virginie Lefebvre du Tilleul, une associée de chez EY, bref, donc un séjour lyonnais bien actif et l'occasion de rencontrer ici des avocats, écoutez, en tout cas très, très accueillants et c'était un grand plaisir. Je vous en dirai plus sur l'avocat que j'interviewe cet après-midi plus tard, enfin en tout cas vous découvrirez ça d'ici quelques semaines puisque je diffuserai son interview dans un mois et demi je crois. Voilà, mon interview d'aujourd'hui est pas tout à fait dans le même domaine puisque cet après-midi c'est un avocat qui fait plutôt du conseil, de la négociation. Aujourd'hui vous écouterez le parcours de maître Loïc Henriot qui est avocat au barreau de Paris depuis 2008, qui est associé du cabinet américain Cohen Gresser du bureau de Paris de ce cabinet. Et Loïc m'a été recommandé par son ancienne collaboratrice, maître Céline Dangotier. Une collaboration qui s'est terminée lorsque Céline a quitté Paris pour s'installer dans le sud de la France et commencer à monter son propre cabinet. Mais qui m'a parlé de Loïc Henriot comme de son mentor et d'un avocat qu'elle admire vraiment particulièrement. Il fait du contentieux des affaires avec une double casquette pénale et commerciale et civile. Et vous allez voir que c'est un parcours mouvementé, le parcours d'une personne qui ne tient pas en place et c'était passionnant de l'écouter et de l'entendre vraiment catapulter d'aventure en aventure. Je pense que c'est vraiment ça, que ce soit par le hasard de concours ou de propositions ou par des envies à un moment de changer radicalement d'activité, et ça donne un parcours professionnel super riche, super intéressant qui je pense inspirera certains d'entre vous et en rassurera d'autres qui ont peur peut-être d'avoir une vie un petit peu monotâche dans leur exercice et voilà, vous verrez que c'est aussi possible d'avoir des changements de vie au sein même de la profession d'avocat, comme on me le demande souvent. Voilà, que vous dire, j'ai donc remercié Céline Dangotier pour cette recommandation. N'oubliez pas qu'il y a le groupe WhatsApp des auditeurs de Fleur d'Avocat. Ce matin, il a été actif sur des histoires de déplacement, une demande sur est-ce qu'il y a des avocats orléanais parmi vous, parce que je fais un déplacement à Orléans bientôt et je serais bien preneuse d'un cowork. Donc voilà, c'est le genre de choses qui peut se passer sur ce groupe et vous êtes les bienvenus. Pour le rejoindre, il vous suffit d'écrire un email à l'adresse whatsapp@fleurdavocat.fr. Vous recevrez en retour un mail automatique avec un lien pour rejoindre le groupe WhatsApp. Voilà, et je vous invite à vous présenter une fois que vous rejoignez le groupe. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Du coup, je commence toujours par la même première question, comment et pourquoi vous êtes devenu avocat, et puis ensuite on file. Alors, pourquoi, un peu par accident, et comment, en suivant un cursus universitaire qui était censé être les meilleures études en droit.
Moi, je suis issu d'une famille avec une mère prof de français. Donc, une mère prof de français, ce qui est hyper important, c'est les études. Et le deuxième truc, ça a toujours été le rapport à l'héritage. La culture dans ma famille, c'était de dire, il n'y a pas d'héritage matériel, il n'y a qu'un héritage de bagages pour vous permettre de faire un truc dans votre vie. Donc, ça a toujours été la règle des 5 ans d'études. Et donc, pourquoi le droit? Un peu par rébellion, parce qu'on voulait me faire des classes prépa dont j'avais pas envie, qui me faisaient pas du tout envie, et je voulais pas devenir ingénieur comme mon père. Et donc, un peu par trahison familiale, je suis allé dans une voie qui était inconnue dans la famille, puisqu'on n'a pas du tout de profession libérale, et pas de commerçant non plus. Donc, c'était un peu cette petite tendance à la rébellion après le lycée. Et vous associez ça à quoi, le droit, à l'époque? Moi, au début, je voulais être juge d'instruction. Et puis, au cours de mes études, j'ai rencontré un étudiant qui était plus avancé que moi, et qui, lui, se destinait à être avocat. Et son discours et ce pourquoi il voulait devenir avocat m'a convaincu, mais sans plus de raisonnement ni de projection, que finalement, ça avait l'air plus drôle que d'être juge d'instruction. Pourquoi juge d'instruction? Je ne sais pas non plus, il y avait un côté peut-être justicier. Quand je prononçais ce terme, ça semblait faire plaisir à mes parents. Et puis c'était un peu l'image d'Épinal, du juge d'instruction face aux puissants qui allait redresser un peu la société. Il devait y avoir un peu de ça, voilà. Mais ça, c'est bon, de la psychologie de comptoir. Hein. Je n'ai pas creusé plus que ça. Et donc, il y a cet ami en cours d'études qui vous dit « Mais non, avocat, c'est tellement mieux, c'est tellement plus stylé. » Et vous dites « Ouais, ok. » Ok, et donc j'ai suivi un parcours à Lyon. Donc moi, je suis parti donc faire mes études supérieures à Lyon. J'ai intégré Lyon 3. Vous êtes parti de Paris pour Lyon? Non, je ne suis pas parisien. En fait, je suis arrivé à Paris quand je suis devenu avocat. Mais initialement, ma famille a toujours bougé tous les 3-4 ans. Et avant un grand bond en Chine, moi j'étais devenu... j'ai fini mon lycée. Et donc mes parents, avant d'aller en Chine, étaient à Chalon-sur-Saône. Et donc, la grande ville la plus proche, Chalon-sur-Saône, non, c'est en Bourgogne. Saône-et-Loire. D'ailleurs, on appelle plus ça Bourgogne, mais bon, dans l'ancienne appellation des régions, pardon. Et donc, avant de partir en Chine, il fallait que moi, je choisisse une ville où faire mes études universitaires. Et donc, il y avait soit Dijon, soit Lyon pour le droit, et ça a été Lyon. Donc, encore une fois, pas de projet particulier. Et vous avez dit tout à l'heure que passer cette rébellion, cette étape de la rébellion franchie, vous aviez par contre suivi le parcours avec une idée d'excellence, de faire un parcours académique vraiment le meilleur possible du point de vue de l'excellence. Est-ce que ça a vraiment drivé le côté, ok, quel va être le meilleur master, qu'est-ce qui est le plus réputé, le truc, le machin? Comment est-ce que vous l'avez Ça s'est traduit assez tôt dans mes études. Moi, j'ai fait un doc de droit, donc c'était les 2 premières années à l'époque. Et à l'issue du doc de droit, il y avait une formation à Lyon qui permettait, dès la 3e année de droit, d'être sûr d'avoir une place dans le 3e cycle, qui était un peu le Graal. Et qui permettait autre chose, qui était le seul 3e cycle, qui permettait de cumuler ce 3e cycle avec l'école d'avocat qu'on pouvait présenter dès la maîtrise. Et donc c'était quelque chose qui était géré, qui est toujours géré par l'IDEA de Lyon, et qui fait partie de la galaxie des magistères, juristes d'affaires en entreprise, et qui amène en 3e cycle, donc un DESS de droit des affaires et fiscalité, et qui est couplé à un diplôme universitaire qu'on appelle le DJCE, le diplôme du jurisconseil d'entreprise. Donc il y a 10 centres en France, et Lyon en est un. Et donc j'avais candidaté à l'issue de mon DUG pour rentrer dans cette filière-là, qui était censée être la filière d'excellence pour devenir avocat, sans avoir à l'époque vraiment conscience de ce que ça voulait dire, conseil en entreprise, plutôt conseil ou plus contentieux. Pour moi, c'était totalement abscon et pas très concret. Et donc j'ai suivi ce cursus qui fait que dès la fin de sa 2e année de droit, on n'a plus de questions à se poser sur son 3e cycle. Et donc on est en plus un peu détaché de la faculté parce qu'on ne suit plus les mêmes cours et on est dans une classe avec 25 ou 30, peut-être 25-30 élèves. Et on se suit comme ça pendant 3 années, donc il y a un esprit un peu de corps et de camaraderie. D'ailleurs, un de mes anciens camarades est aujourd'hui un de mes associés, et on garde toujours des liens d'amitié hyper forts avec les camarades de cette époque-là. Et le droit des affaires, ça vous a plu? Le droit des affaires m'a beaucoup plu, me plaît toujours, parce qu'une partie de mon activité, c'est de faire du droit des affaires. Mais j'ai rencontré, moi,
une approche du droit qui me paraissait être déjà plus appliquée et donc qui se traduisait de manière plus concrète que les 2 premières études qui sont rétrospectivement très importantes. Et on ne le dit pas assez aux étudiants, c'est-à-dire qu'il faut accepter de patauger pendant 1 année ou 2, 3 années, 4 années dans des concepts sans lesquels ensuite on ne peut pas s'en sortir. Il faut d'abord organiser son cerveau un peu comme un jardin à la française, il faut que ce soit bien rangé pour pouvoir ensuite le calquer sur une situation. Alors il ne faut pas rester avec la vision du jardinier, il faut vraiment descendre et ensuite suivre les saisons pour que ça fonctionne, mais c'est très important d'avoir cette formation en fait théorique qui peut paraître hors sol, mais avant d'être dans le sol, il faut avoir eu cette vue un peu aérienne du droit. C'est ça qui nourrit toute une carrière avec les quelques années de recul que j'ai maintenant. Moi, j'en suis archi convaincu. Et est-ce que vous avez eu des expériences pratiques avant de passer le CRFPA ? Bien sûr. Dans le DJCE, on avait l'obligation de faire des stages. Aujourd'hui, c'est vraiment généralisé. On voit arriver en cabinet maintenant même des stagiaires dès la 4e, la 3e, la 2e qui viennent faire des stages d'observation. Toute chose qui n'existait pas dans les années 90 quand moi je faisais mes études au lycée et au collège. Mais donc là, dans le cadre du DJCE, on avait l'obligation de faire 2 mois de stage. Je crois que c'était entre la licence et la maîtrise. Donc c'est là que moi j'ai fait mon premier stage dans un tout petit cabinet, qui était un cabinet de pénaliste à l'ancienne. Donc mon confrère, on va l'appeler comme ça, qui est resté un ami depuis, qui m'a fait découvrir vraiment ce qu'était le pénal dur à l'ancienne, travailler tout seul dans un cabinet simplement groupé, pas de collaborateurs. Il utilisait un certain nombre de stagiaires, mais plus pour partager sa passion de son métier que vraiment pour exploiter un stagiaire comme on peut l'imaginer ou le craindre parfois dans certains cabinets. Et ça, c'était ce premier stage. Et ensuite, il y avait un second stage, mais qui, pour ceux qui avaient la chance d'avoir réussi l'examen d'entrée au barreau à la fin de leur maîtrise, n'était pas obligatoire avant les stages avocats. On faisait les stages avocats. Ça pouvait se fusionner. Exactement. Et donc, moi, dans ce cursus-là, j'ai donc suivi la voie royale, on va dire, puisqu'à la fin de ma maîtrise, avec un groupe de copains, on a tous tenté, on était 5, on a tous tenté le barreau. On a été 4 à l'avoir sur les 5. Le 5e l'a eu l'année suivante. Et donc, à 4, on a intégré ce double cursus, à la fois le 3e cycle et l'école d'avocat. Donc, avec des petites carences et peut-être moins intégré dans la promo d'avocat que dans la promo des JCE. Mais au final, c'était sympa quand même et ça a permis d'arriver donc à 23 ans, de prêter serment à Lyon. Ouais, vous avez galopé quoi. Exactement, de ne pas perdre mon temps. C'était important pour vous de ne pas perdre votre temps ? Oui, c'était assez mon tempérament. Ouais. C'est-à-dire une fois qu'on a décidé quelque chose, il faut le faire, l'exécuter. Et puis s'il peut se faire en 6 mois, faisons-le en 6 mois. Prendre du temps, c'est quelque chose d'un peu plus récent. Qui vient avec peut-être la prise de conscience que ce métier n'est pas un sprint, ce métier est un marathon, et qu'un marathon, ça se court pas aussi vite qu'un sprint, même quand on est kényan. Vous êtes coureur ? C'est pas mon sport de prédilection, mais j'aime les sports d'endurance, oui. Okay. Vous avez un sport de prédilection ? Oui, le tennis, je pratique le tennis, oui. Okay. Qui est aussi un sport d'endurance. Qui est un sport d'endurance, surtout mental, oui. Et donc, vous intégrez l'école à Lyon ? J'ai intégré effectivement l'école d'avocat à Lyon. Et votre stage, le stage du coup, école, en 2000. Moi, je suis rentré en 2000 à l'école d'avocat. Ouais. Et je suis sorti en fin 2001. Est-ce que je dis pas de bêtises ? Oui, c'est ça. J'ai prêté serment le 13 décembre 2001. Et ce stage DJCE/école, où est-ce que vous l'avez fait ? Alors, je l'ai fait dans un cabinet lyonnais qui existe toujours, qui s'appelait à l'époque l'Ami Lexel. Et mon maître de stage, c'était Jean-Pierre Gittenet. Donc c'est un gros cabinet lyonnais qui a vraiment pignon sur rue. C'est une belle boutique, une belle maison. Et j'en garde un très très bon souvenir pour différentes raisons, parce que c'est le premier cabinet qui m'avait proposé de m'embaucher et que je suis resté en fait 9 jours chez eux et que je leur ai fait ce que d'aucuns pourraient appeler un coup de salopard, puisque
ils ont vraiment investi sur moi en tant que collaborateur. À l'époque, il existait un concours organisé par un cabinet anglais qui s'appelle Freshfields, qui est le concours de meilleur juriste d'affaires. Et on était fortement encouragés au DJCE à faire ce concours. Et il se trouve que quand je suis monté le faire à Paris, j'ai été dans un bon jour et je l'ai gagné. Et le prix donc il y avait un prix, une dotation en numéraire qui à l'époque m'avait paru une fortune. J'ai l'impression d'avoir gagné au loto. Je ne saurais plus vous dire combien ça représentait. Il y avait en plus un stage. On pouvait faire un stage. Et je me souviens être monté à Paris pour rencontrer l'associé responsable de Freshfields à l'époque. Et lui avoir dit, écoutez, moi, un stage, ça m'intéresse pas parce que j'ai le barreau. Donc, si vous voulez m'offrir une collaboration, je suis preneur en revanche. Et en même pas de 2 minutes, il m'a dit, OK, je vous embauche quand vous voulez. Et donc, me voilà, alors que j'avais signé chez l'Ami Excel et que j'avais commencé à travailler chez eux, qui m'avaient accueilli en stage, et puis j'avais commencé à travailler même en CDD, en avance de phase de la prestation de serment. Eh bien, me voilà avec cette offre de collaboration pour le début de l'année suivante. Vous étiez conscient de ce que c'était Freshfields ? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je n'avais aucunement conscience de comment fonctionnait un cabinet anglo-saxon et quelle était même la pratique du droit des affaires dit international en conseil. Parce que moi, j'avais rejoint l'Ami Excel et les 2 cabinets n'étaient pas sur le même type de dossier. Clairement, il n'y avait pas le même environnement international. Ouais. Et même si c'est une boutique super, l'Ami Excel, ils ont de très beaux dossiers, de très beaux clients lyonnais. Ça n'avait rien à voir. Et les clients et l'environnement dans lequel on se situait, et même la charge de travail, elle n'avait rien à voir. Mais je vous dis ça parce que moi, j'ai été très naïve quand j'ai commencé la profession d'avocat sur les cabinets, la hiérarchie des cabinets. Bon, j'avais identifié, il y avait les cabinets anglo-saxons, etc. Mais même entre les cabinets anglo-saxons, il y a des... Et j'ai eu un entretien pour une collab chez Phil Fisher. Et puis avant, j'arrive à Paris je viens de Poitiers et j'arrive à Paris pour passer cet entretien parce que j'étais retournée chez mes parents pour quelques semaines et tout. Et puis en fait, j'ai pas fait gaffe. Sur Google Maps, j'avais tapé Freshfields. Et donc je me pointe chez Freshfields. Bonjour, j'ai un entretien avec Maître Lantresse. Ah non, mais c'est pas ici, mademoiselle. Et moi, je dis merde et tout. Et du coup, je vais voir dans mes mails et là, je vois qu'en fait, non, c'était pas Freshfields, c'était Phil Fisher. Alors que rien à voir, les 2 structures. Enfin, je veux dire, Phil Fisher est un beau cabinet, mais le bureau parisien de Phil Fisher n'a rien à voir avec le bureau parisien de Freshfields. Enfin, c'est pas du tout les. Et donc voilà, donc ça me fait rire ce que vous dites parce que je pense qu'on est peut-être nombreux à avoir cette espèce de naïveté totale sur la différence entre les différents cabinets et où est-ce qu'on met les pieds en fait. Exactement. Et vraiment, rétrospectivement, c'était. Je me souviens. Alors d'abord, je dois vraiment rendre hommage à Jean-Pierre Gitnet, même si je l'ai pas revu depuis. Mais il a eu cette classe de me dire, écoutez, je peux même pas vous en vouloir, parce qu'à votre place, j'aurais fait pareil. Donc je serais allé voir Paris, parce que si vous le faites pas maintenant, vous verrez pas, et puis vous verrez plus tard. Et le fait qu'ils me disent ça, plutôt qu'ils me disent comment vous pouvez nous trahir, on a tout misé sur vous, j'ai trouvé ça, c'était un vrai beau geste. De quelqu'un qui avait pourtant investi sur moi et que je trahissais en toute franchise. Bon, c'est pas terrible de partir comme ça, mais j'étais encouragé même par lui. J'ai trouvé ça un très beau geste pour commencer une carrière. Et puis je suis arrivé à Paris. Alors Paris, j'avais dû faire un stage peut-être 2 ans avant dans un cabinet parisien. Je me souviens plus du nom. Il faudrait que je le retrouve. Mais bref, peu importe. Et lorsque je suis arrivé, littéralement les 15 premiers jours, je n'ai pas touché terre. Donc, j'ai même pas eu le temps de défaire mes cartons. Et j'ai dû travailler nuit et jour sur une introduction en bourse. Et ce qui m'a frappé, c'est que soit 22, 23, minuit, le cabinet avait l'air toujours aussi plein que à 9h, 10h, 11h, 13h la journée. Et ça tournait comme ça. Et pendant 15 jours, je n'ai pas touché terre. Et j'ai découvert ce que concrètement c'était que de travailler sur une introduction en bourse, une émission de titres. Vous imaginiez vraiment au DJCE et ensuite, c'est pas comme si vous aviez construit un parcours en vous disant j'aime beaucoup le droit financier, boursier, il y a cette équipe. Non, vous avez vraiment débarqué. Moi, j'avais répondu simplement à des marqueurs derrière lesquels je ne mettais aucune réalité. C'est-à-dire que j'avais une vision qui était quand on est un bon étudiant et qu'on veut faire
le top, la super carrière ou le mieux, là où il faut aller, c'est dans les cabinets anglo-saxons pour faire du droit des affaires, des fusions-acquisitions, du droit boursier, donc de l'introduction en bourse, c'est le Graal. Le Graal du droit des affaires. C'est vrai, c'était le Graal. Donc c'est là qu'il fallait être. Donc j'y suis allé. Voilà, et j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Alors je sais pas si c'est une chance ou autre, mais je ne regrette pas du tout cette expérience qui fait que pendant 18 mois, j'ai fait que ça, que des fusions-acquisitions dans des environnements que je ne maîtrisais pas du tout. Donc, j'ai découvert que, pensant être excellent en anglais, mais j'étais une quiche complète en anglais des affaires, en anglais pratique pour lesquels il fallait travailler. J'avais un bon anglais courant, mais largement insuffisant pour rédiger un contrat en anglais, faire une note technique en anglais. J'ai un souvenir de ma première conférence téléphonique, conf call, sur un dossier où on m'avait envoyé juste pour donner la position de la France. On interrogeait exclusivement tous les pays puisque c'était un projet qui impliquait différents pays. Et à la question et qu'en pense la France, j'avais rien compris aux 30 minutes préalables, et donc j'ai juste dit oui. Il y a eu un grand blanc, manifestement c'était pas la bonne réponse. Et puis j'ai pu ensuite rattraper le coup avec l'avocat senior de l'époque, qui se reconnaîtra d'ailleurs, qui lui a rappelé les uns les autres et donné ce qu'il fallait donner sur le dossier. Mais voilà, c'est vous dire, passant d'un élève qui avait eu des très bonnes notes, des mentions toutes les années, qui était major de la promotion à Montpellier ou autre, vraiment, je me disais, j'arrivais avec une tête énorme qui a vite dégonflé, voilà, avec les années. Donc une petite claque sur ses chevilles bien gonflées en arrivant chez Freshfields. Mais en même temps, un aiguillon aussi pour remettre à niveau. Exactement. Et y retourner. Et puis, mais c'était beaucoup de claques, oui. Et du coup, beaucoup de claques. Vous dites que vous y avez passé 18 mois ? Non, chez Freshfields, j'ai passé 3 ans en tout et pour tout. Mais j'ai passé, je pense, 18 mois à ne faire que des fusions-acquisitions. Oui. Puis ensuite, ils avaient ce qu'ils appelaient une rotation. Donc, on avait la possibilité d'aller essayer autre chose, de sortir de son département. À l'anglaise. À l'anglaise, et d'aller essayer, par exemple, le contentieux, le droit social, le droit fiscal. Et moi, j'avais dit, je veux faire du contentieux. C'était une obligation ou c'était une proposition ? C'était une proposition. Moi, je ne crois pas que c'était une obligation. Mais c'était une proposition que tout le monde utilisait. Donc, c'était vu comme le parcours normal. Voilà. Et donc là, je me suis retrouvé à faire du contentieux. Et puis, au bout d'une année, j'étais censé revenir en conseil. Et j'ai eu la chance de garder un ou deux dossiers, de m'être bien entendu avec toute l'équipe contentieux et donc de continuer à travailler un peu à cheval. Alors que dans ces maisons anglo-saxonnes, c'était pas tellement la culture à l'époque. Maintenant, ça dépend de faire les deux. Qui était plutôt une culture de cabinet français, d'avoir des collaborateurs qui étaient en transversal sur le contentieux et le conseil. Et comment vous avez fait ça, justement ? C'était vraiment de la chance. Ça tenait au dossier, au fait que des avocats du contentieux qui m'avaient mis sur des dossiers avaient accepté que je reste malgré mon retour dans le département corporate. Donc, et vous leur aviez demandé ? Oui, mais ça s'est fait assez naturellement. Il y avait il y avait beaucoup de bienveillance. Quand on demandait, on obtenait. Ouais. Et ça a été des dossiers qui ont perduré, les dossiers sur lesquels vous avez pu continuer, parce que sinon, une fois les dossiers terminés, on vous aurait dit, non, maintenant. Oui, mais l'avantage, c'est que les dossiers dans ces structures, c'est pas tellement du volume, c'est vraiment du dossier qui va durer. Donc, on est sur 2, 3, 4, 5 ans entre le début du dossier, puis parfois les premières audiences. Ça peut, non, peut-être j'exagère un peu, mais il peut y avoir plusieurs mois, et puis après, vous avez un référé, un fond, un appel. Bon. Ça vous occupe 18 mois et sur un seul dossier. Vous n'avez pas 10 dossiers à gérer en même temps. C'est 3, 4 peut-être. Mais les tailles font que ça va d'une part durer et ensuite vous pouvez suivre ça. Donc 18 mois que Fusac. Ensuite, vous partez en contentieux pendant un an et vous revenez 6 mois ou quelque chose comme ça dans l'équipe plus droit des affaires, tout en continuant à travailler un petit peu. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ces 3 années ? Eh bien, à la fin de ces 3 années, j'en ai eu un peu marre. Je pense que j'étais déjà un peu, pas cramé physiquement, mais fatigué. Le rythme était vraiment très important chez Freshfields. C'est des grosses semaines et les week-ends inclus. Mais je me suis jamais senti forcé de faire ça. Mais on se prend au jeu, on est dedans. Et puis, c'est
on avance à ce rythme-là, quoi. Et vous vous posiez des questions pendant ou même pas vraiment? On n'a pas tellement de temps de se poser des questions, mais c'est vrai que parfois il y a des petits moments de spleen. On se dit, est-ce qu'on passe pas à côté de sa vraie vie d'avocat? Il y a ce qui manque, et ce qu'on voit chez des copains qui sont restés à Lyon ou autres, c'est qu'ils ont une vie de palais, ils ont plaidé. Et puis il y a toujours eu derrière l'antienne, tiens, le droit pénal, est-ce que t'as pas oublié le droit pénal? Est-ce que c'est pas ça que tu voulais faire? Et d'être un peu allé dans la voie que l'on m'indiquait comme étant celle qui était la meilleure, celle qu'il fallait faire, plutôt que de me retrouver là parce que je l'avais choisi, parce que je le voulais. Donc j'ai toujours eu un peu un conflit de loyauté entre ce que je pensais être ce qui était sublime dans le droit et puis ce que je faisais. Donc un côté d'être sous-avocat. Ce truc m'a travaillé pendant quelques années quand même. Et puis à l'époque, donc j'avais claqué ma démission et Freshfields, très élégamment encore, m'avait fait reprendre ma démission en me proposant de me détacher dans leur bureau de New York. Donc ce que j'avais immédiatement accepté. C'est une super occasion et je rêvais des lawyers américains, donc je voulais absolument aller voir le pays des lawyers quand même, de l'intérieur. Donc vous aviez claqué votre démission sans projet derrière? Sans projet, oui. Ouais. Donc juste... Oui, c'était un ras-le-bol, rétrospectivement. Une petite crise de... C'est ce qu'on appelle la crise des 3 ans chez les collaborateurs. Il y a un cap. Au bout de 3 ans, quand on fait un peu toujours la même chose, dans le même environnement... on a à la fois l'impression d'avoir tout vu et de tout savoir faire et de ne pas bien comprendre pourquoi il y a des gens plus seniors que vous qui vous donnent encore des instructions ou pourquoi l'associé il sait mieux, on a l'impression de mieux savoir. La vérité, c'est qu'on ne sait pas, rétrospectivement, mais on a ce sentiment-là de pouvoir aller plus vite et de faire autre et donc de devoir passer un peu sa route, quoi, de changer vite. Bon. Ouais. Et puis, vous savez, moi, il y a un truc aussi que j'avais mal perçu, auquel on ne m'avait pas vraiment préparé, c'est le fait de sortir du système universitaire. Chaque année, vous progressez. Chaque année, vous passez dans la classe du dessus et vous vous rapprochez du moment où vous allez rentrer dans la vie active. Oui. Et quand vous êtes dans la vie active, vous avez beau avoir le système de chaque année, vous passez dans la classe d'âge supérieure ou autre, c'est pas la même chose. Il n'y a pas le même sentiment de progresser encore. Et donc, il y a plutôt l'océan d'avoir 30, 40 ans devant soi qui vont fortement se ressembler si on n'essaye pas de changer et d'avancer. Donc, ce truc-là, moi, j'étais pas prêt. J'étais pas assez stable, je pense, pour le savoir. Et donc, ça m'a amené à prendre des décisions parfois un peu dures, plus sur le coup de l'émotion, du ressenti. Il y a d'encaisser, de faire, et puis à un moment donné, le trop-plein, et pouf, la soupape. Ouais. Voilà. Et quand vous avez claqué votre démission, vous aviez expliqué? Vous aviez dit, en fait, là, je me souviens plus trop de la discussion, pour être honnête. Donc, on vous a proposé cette alternative hyper alléchante par probablement une grande intelligence de ressources humaines. De voir, il faut offrir quelque chose, avancer, et Freshfields a toujours été bien là, sur tous ces aspects-là. Voilà. Moi, j'ai pas de reproches à leur faire par rapport à ça. Ils ont toujours été très bien. Départ à New York, donc. Alors, départ à New York, mais pas avec Freshfields, nouveau, parce que sinon ce serait pas drôle. En fait, il se trouve que l'associé avec lequel je travaillais beaucoup et qui était un peu mon mentor dans le cabinet a quitté Freshfields pour rejoindre une grande maison américaine, Davis Polk, pour pas la nommer. Et donc, après coup, j'ai eu l'opportunité d'aller chez Davis Polk avec lui et donc j'ai pris cette option. Oui, parce que d'abord c'est lui qui m'avait fait cette proposition et je me sentais moins d'affinité avec tout un tas d'autres associés et puis c'était tentant de se dire que peut-être si cet associé partait là où il allait, peut-être je pourrais rejoindre ce cabinet, ce qui s'est finalement fait. Et ce cabinet m'a proposé d'aller à New York comme j'aurais dû aller à New York avec Freshfields. Donc entre aller à New York chez Freshfields ou aller à New York chez Davis Polk, qui était censé être la Rolls des Rolls de mon point de vue à l'époque, c'était une expérience qu'il fallait pas rater. Donc encore une fois, j'ai retourné ma veste.
et du bon côté pour aller chez Davis Polk. C'est un petit peu différent parce que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais la loyauté, elle est beaucoup pour la personne pour qui on travaille, souvent dans un cabinet, plus que pour la marque. C'est vrai, mais après, je travaillais pas que pour cet associé. Il n'y a pas que lui qui m'avait proposé d'aller à New York. C'était une décision collective. Après, c'est une question de ressenti. Oui, on a envie de suivre plus les personnes, mais si on prend un peu de recul parfois, on peut aussi laisser sa chance à d'autres personnes. Et ce qui ouvre d'autres portes, c'est toujours pareil. Oui. On en ouvre une, on en ferme une autre, mais ça reconfigure simplement la situation et c'est pas forcément moins bien. À l'époque, je voyais pas les choses comme ça. Moi, j'ai vu surtout l'opportunité d'aller dans un très beau cabinet à New York. Puis un vrai cabinet américain, plus que la tête de pont anglaise d'un cabinet anglais. Voilà, encore une fois, les étoiles qui brillent, ça vous attire. Ouais, en tout cas vous. En tout cas moi. Oui. Et vous partez à New York, donc sans point d'étape par le bureau français de ce cabinet, parisien de ce cabinet. Je crois que j'ai dû rester un mois à Paris, mais le cabinet à Paris avait un tout petit bureau. Donc le sujet qui avait été confié à cet associé, c'était justement de remonter, de redynamiser ce bureau de Paris qui était qui avait été assez gros dans les années 80-90 et qui périclitait un petit peu. Et donc Davis Polk voulait se donner une deuxième chance sur le marché français en investissant pour la première fois sur une équipe française. Parce que la particularité de ce cabinet, c'est de ne pas avoir d'avocats autres que des avocats américains dans tous leurs bureaux et d'avoir une politique uniquement de best friend. Et cette politique en France, elle ne fonctionnait pas. Donc ils voulaient avoir un bureau à eux plutôt que de le fermer. Voilà. Donc il y avait en plus. Est-ce que vous étiez sensible au côté entrepreneurial de ce départ d'équipe pour monter le cabinet, ou est-ce que vous étiez déconnecté de ça? Non, il y avait dans le discours ce côté entrepreneurial. On avait l'impression de faire un côté entrepreneurial. Après, dans une firme aussi, comment dirais-je, institutionnelle que celle-là, il n'y a pas vraiment de place pour l'entrepreneuriat. Et tout est normé. Vous êtes le best friend local, mais en fait, c'est pas vous qui allez chercher les clients. On vous envoie les clients et vous avez cette présence locale. Non, il n'y a pas beaucoup de robinets, mais après, c'est plus le rôle des associés d'aller générer cette clientèle. Après, il y avait beaucoup de choses à faire pour structurer un peu le cabinet, mais si on parle d'aventure entrepreneuriale, comme je l'ai vécu par la suite, où vous vissez votre plaque à partir de rien, là, oui, il y a une vraie aventure entrepreneuriale. Mais dans le fait de participer en tant que collaborateur de 3-4 ans au lancement de l'antenne d'un cabinet, c'est moins le rôle du collaborateur. C'est intéressant que vous le perceviez comme ça, parce que j'ai aussi des avocats collab qui partent avec un associé qui ou monte son bureau ou vient dynamiser le bureau d'un cabinet qui veut renforcer sa présence et ils ressentent vraiment le fait d'être un peu le bras droit de quelqu'un qui appuie l'aspect. Là, c'est vraiment le moment où il faut mettre les bouchées doubles côté développement, comme pas forcément être l'entrepreneur en tête de navire, mais en tout cas quand même de goûter à cette sensation d'entrepreneuriat, plus que l'équipe est installée dans une marque installée, les clients roulent. Bien sûr, il y a toujours cette idée d'aller chercher de nouveaux clients, mais quelque chose de plus ronronnant. Donc c'est intéressant que vous ayez cette perspective. Donc en tout cas, vous, un mois dans ce cabinet, le temps globalement de signer les papiers, et puis ensuite, pouf, départ à New York. Exactement. Ouais. Et départ à New York pour une année. Qui était une année qui m'a permis de me rendre compte que la manière dont ça s'exerçait dans ce cabinet aux États-Unis était peut-être assez loin de l'idée que je m'en faisais et assez loin de la manière dont moi je voulais exercer. Alors, donc ça a été plutôt une déception que une espèce de découverte et de révélation sur le cabinet américain. Quelle idée vous en faisiez-vous ? Je me faisais une idée de la chose beaucoup plus vivante, foisonnante. Je m'attendais à une vraie ruche. Et en fait, les relations là-bas étaient beaucoup plus aseptisées. Il y avait beaucoup moins de dynamisme, j'ai envie de dire. Vous voyez, vous pouviez avoir 3 avocats au même étage qui devaient travailler ensemble sur un dossier. On se réunissait pas dans la même salle. On s'appelait, chacun se mettait sur son téléphone et on faisait ça de très loin. Je me souviens des mouvements de recul quand moi je rentrais dans le bureau d'un autre. C'était voilà exactement. Ouh là là, il y a une agression. Alors après c'est la culture un peu plus américaine, mais donc il y avait des relations extrêmement policées, pas de vagues.
la culture là-bas m'avait un peu, dans ce cabinet en tout cas, parce que c'est très différent dans le nôtre ici, m'avait pas plu. J'avais pas du tout adhéré à ça. Bon. Et après, retour à Paris. Et sur le fond? Et sur le fond, ouais. Alors sur le fond, ils savaient pas trop quoi faire de moi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient pas trop l'habitude d'avoir un avocat en interne. Ils avaient beaucoup de visiting attorneys, donc étaient souvent là pour travailler un peu, mais beaucoup networker. Parce qu'en plus, vous n'étiez pas formé au droit anglo-saxon. Absolument pas. Donc j'ai travaillé un peu, fait des notes, je les ai aidés sur des aspects français. Après, j'aidais de loin le bureau de Paris sur tout un tas de dossiers. Même s'ils essayaient de jouer le jeu et de pas m'inspirer, mais je me suis quand même retrouvé plusieurs fois à travailler en fait sur l'autre fuseau horaire plutôt que le fuseau US, mais j'ai eu aussi des dossiers purement américains auxquels je ne comprenais rien, mais j'avais pas l'air d'être le seul, donc tant mieux. Ça ne choquait personne. Ouais, c'est toujours un peu la question. On part dans un système juridique, si on le connaît pas, c'est sympa, mais c'est un peu ok. Maintenant, comment est-ce que je peux être utile? C'est ça, et c'est un peu la question de ceux qui doivent vous staffer, comme on dit, vous mettre dans leur équipe et vous utiliser. Alors sur toutes les phases d'audit, de vérification de documents, d'analyse de procédures étrangères, là il y a quelque chose, mais c'était pas c'est quand même pas 100% de ce qu'ils ont à faire. Donc il y avait, mais je me souviens avoir fait des notes sur la possibilité de lancer une OPA sur une société, les défenses qu'elle avait. J'ai transpiré une semaine et je me revois tout tremblant aller remettre mon document à un associé qui l'avait regardé, m'avait fait des compliments et puis j'en ai plus jamais entendu parler. Au moins, ça a dû être un gros jump pour l'anglais juridique, non? Oui, c'est ça. En tout cas, ça a bien consolidé ça. Et puis la vie new-yorkaise est quand même sympa. C'était un bon souvenir, ouais. Très bon souvenir. Et donc au bout d'un an, vous revenez en France? Retour en France, ouais, au bout d'un an, et retour chez Davis Polk avec un Davis Polk qui évolue assez vite puisque arrive à Paris, arrive dans le bureau de Paris, un associé d'un grand cabinet français qui est une pointure à Paris, tant sur l'aspect conseil que sur l'aspect contentieux, et avec qui je vais passer 1 année et demie, 2 ans, super, de vraie connivence intellectuelle. Et vous, votre associé historique? Il était toujours là. Il était toujours là, ouais, mais vous travailliez plus trop avec lui? Si, on a travaillé également sur différents dossiers, mais lui travaillait plus sur du conseil, et j'ai été un peu aspiré par ce nouvel associé sur les aspects contentieux que moi je voulais faire. J'aimais bien faire les deux, donc j'ai continué à travailler. Alors cet associé historique s'appelle Arnaud Pérez, et l'autre associé qui est arrivé, c'est Georges Terrier. Et donc les deux après m'ont toujours suivi. Je vois encore régulièrement l'un et l'autre, même si les parcours sont très très différents. Mais les deux m'ont beaucoup aidé dans toute ma petite carrière. Ouais. Et alors, on va revenir là-dessus, mais cette aspiration par l'équipe contentieuse, c'était une aspiration à laquelle vous avez consenti ou c'était une aspiration que vous avez un peu provoquée? Ou les deux? Non, les deux, il n'y avait pas de subi. Mais d'abord, c'est pas vraiment une équipe parce que pour le coup, chez Davis Polk, on travaillait avec tous les associés. Donc il y avait à la fois Christophe Percher, à l'époque il y avait plusieurs associés américains. Et donc, il m'arrivait de travailler pour l'un ou pour l'autre. Il n'y avait pas d'équipe dédiée rattachée à tel ou tel associé. Après, il se trouve que quand Georges aime bien quelqu'un, il va forcément le phagocyter un peu parce que ses dossiers prennent et qu'on redonne aux gens avec qui on aime travailler. Donc, il y a de fait cette répartition qui se fait. Mais c'est pas un truc qui se décide avec des feuilles de temps ou autre. C'est les relations qui font ça. Donc, et moi, j'étais preneur d'aller vers du contentieux. Oui, j'aimais vraiment faire les deux, en fait. Je vous pose cette question parce que j'ai interviewé plusieurs personnes qui m'ont... Et notamment Joydeep Sengupta, qui est chez Mayer Brown, et qui m'expliquait comment est-ce que, au fur et à mesure, il avait un petit peu... fait en sorte de restructurer ses clients, on va dire. Et donc c'était toute une stratégie quand même un petit peu réfléchie. Donc voilà, j'étais curieuse de savoir si vous aviez. Non, alors moi j'ai jamais réussi à faire ça. J'ai jamais ni réussi à choisir mes clients, ni réussi à choisir mes dossiers quand j'étais le collaborateur de quelqu'un d'autre. J'ai toujours fonctionné un peu à l'affection, et donc si l'associé que j'aimais bien me donnait un truc même pourri, je le faisais. Il m'arrivait de râler, personne n'est parfait, mais je me suis jamais dit tiens, je vais éviter ce dossier-là plutôt qu'un autre. Je vais plutôt me positionner là-dessus parce que c'est bon pour moi.
j'ai jamais réussi ou réfléchi comme ça. Voilà. Ouais. Et vous dites que ces deux avocats vous ont, vous ont suivi tout au long de votre carrière, quand bien même eux ont pris certaines directions. Qu'est-ce que rétrospectivement, qu'est-ce que chacun vous a apporté dans votre développement? Des choses très différentes, vraiment très différentes. Je pense que Arnaud Pérez, il m'a amené une capacité d'analyse assez forte, c'est-à-dire de rentrer dans le détail, de tout décortiquer, qui peut être un travers aussi dans cette profession, donc il faut faire attention, c'est-à-dire il ne faut pas se laisser aspirer juste par le côté technique d'un dossier, mais ça on l'apprend avec le temps, un dossier ça se labourait, ça se retournait pour le digérer, et que parfois dans les tout petits détails, les parties inintéressantes, il pouvait se cacher un risque important et qu'il fallait bien le traiter. Il m'a appris à rédiger. Il m'a appris à rédiger des notes, des contrats à la SERP. Ça, c'est très important. Il m'a appris à ne pas compter à la dépense. Si y a une question qui se pose, il faut trouver la réponse plutôt que de se préoccuper de mais est-ce qu'on peut, dans quel budget, comment ou autre, c'est pas grave. On peut perdre du temps et de l'argent qu'on ne facturera pas forcément au client, mais parce que il faut aller au bout et il faut servir quelque chose au client. Donc ce côté perfectionniste, là pour le coup, il a beaucoup arrosé, entretenu cette facette. Et Georges m'a apporté une autre vision du métier, c'est-à-dire de chercher une stratégie, de chercher un objectif avant de chercher à ouvrir un livre de droit. Il m'a appris aussi à écouter ce que les uns et les autres disent pour pouvoir en tirer quelque chose. Et il m'a appris cette oralité, c'est-à-dire ce que certains appellent la science de l'audience, c'est-à-dire de savoir présenter un dossier, le soutenir, le plaider, le négocier, sans être tenu par le papier, l'aspect technique, et donc faire preuve de psychologie. Ça compte autant dans une salle d'audience que dans une salle de négociation ou dans un conseil d'administration quand il faut aider à prendre une décision. Et c'est ça qui m'a appris qu'il y a ces relations humaines et il y a ce qu'on peut présenter, qui est aussi représenter, qui est parfois plus important que ce qu'il y a vraiment dans le dossier ou que le rapport de force entre les parties. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, vous pouvez avoir je pourrais arriver à emporter une décision, à convaincre quelqu'un de prendre une décision qui n'est pas forcément la meilleure pour lui tout de suite, mais à plus long terme, en lui décrivant ce que va être la situation s'il vous suit sur cette voie-là, et en lui montrant que peut-être ce qui lui fait peur n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. C'est ça le ressort psychologique, c'est comprendre le point de blocage, comprendre la manière dont la personne face à vous, tout dirigeante qu'elle est, elle s'est construite, ses faits de carrière ou autre, pour savoir quel ressort peut être utilisé à un moment donné dans un sens qui va peut-être faire dépasser le simple contentieux, la crispation ponctuelle, ou permettre de convaincre et d'obtenir un budget en plus pour que une opération se fasse. Ou pour amener à une solution qui, de prime abord, n'est pas forcément celle que recherchait la partie adverse. Et donc, vous avez parlé de ce que chacun vous a apporté en termes de, comme avocat, en termes de technique, j'ai envie de dire, de savoir-faire et de savoir-être. Est-ce que aussi, on va revenir sur la suite de votre parcours après ce cabinet, je ne sais pas combien de temps vous êtes resté dedans, mais est-ce que aussi c'est des personnes qui vous ont porté autrement que juste en vous transmettant la technique ? Vous voulez dire au plan humain ? Ouais. Est-ce que ça m'a transformé ? Humain, relationnel, je sais pas, ça peut être plein de choses. Sans doute. Après, c'est difficile, c'est-à-dire que je ne sonde pas et je n'interroge pas mes relations professionnelles. Je les ausculte pas pour me dire tiens, ça m'a apporté ceci ou ça. J'ai ce trait de caractère de pas souvent me retourner pour interroger un passage donné ou me demander ce que l'un ou l'autre m'a. Je fonctionne de manière très instinctive dans les relations humaines et donc je sens que quelque chose me fait progresser, me construit. J'ai souvent du mal à mettre des mots sur très exactement il m'a amené tel trait de caractère, un peu plus de rondeur ici, un peu moins d'eux.
Donc je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Je sais qu'instinctivement, ce sont des gens importants pour moi, sinon ils ne seraient pas encore là autour dans mon entourage. Je connais aussi les limites et la distance qu'on peut avoir sur certains sujets, donc qui font la différence entre une amitié très proche et puis une relation de mentor ou une relation une relation qui permet de faire évoluer. Je ne saurais pas comment la qualifier, vous voyez, mais on est entre l'amitié et la pure relation professionnelle. Et donc ce cabinet, vous restez combien de temps dedans ? Alors j'ai quitté Davis Polk en 2008. Donc, attendu que j'y étais arrivé ça doit faire en 5 ans à peu près, non ? 2005, oui, j'ai dû faire 4 ans et demi, 5 ans, oui. Ouais. Et je démissionne, pareil, sur un coup de tête, en 2008, travaillé au corps par toujours ce conflit de loyauté entre la vie extraordinairement confortable sur certains aspects dans ces cabinets-là, et le désir de vivre autre chose, de faire ce que j'ai appelé à l'époque le devoir de plein avocat. C'est-à-dire de traîner sa robe d'audience en audience et d'aller faire du pénal, et de se confronter enfin à cette matière qui m'interpellait mais que je voyais de très très loin. Donc vous aviez vraiment une sorte de fantasme, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas vous aviez ce truc. Ressemblé quand même. C'est ressemblé pas mal quand même. Ouais. Et c'est toujours un peu dangereux d'aller assouvir ces fantasmes. Et là, c'était un peu ça. Ouais. Et donc, est-ce que quelqu'un vous a rattrapé cette fois ? Eh bien non, personne m'a rattrapé. Personne m'a rattrapé. J'ai franchi le cas. Donc j'ai déposé ma démission et devant des grands yeux écarquillés, j'ai expliqué quel était mon projet, celui de monter mon cabinet et d'aller faire du pénal. Et à la question, as-tu un client ? Et à l'autre question, as-tu une formation ? Sais-tu ce que c'est ? Je répondais non, mais sans vraiment me projeter, quoi, pensant que il suffisait d'arriver pour que ça marche, quoi. Et alors ? Ça marche pas tout à fait comme ça. Alors ça a marché comme ça pour Yacine Yakouti, qui a quitté au bout de 2 ans un très très beau cabinet. Ça c'est la légende, qu'on veut tous un peu mettre derrière nos réussites et on casse nos échecs. Vous savez ce qu'on dit, hein. Ah non, il dit pas que ça n'a pas été plein d'échecs. Hein. Ouais, il faut clamer ses succès parce que ces infortunes, nos ennemis s'en chargent. C'est un peu le point numéro 1 de la communication de l'avocat. On fait un métier, surtout dans le contentieux, où on perd bien plus souvent qu'on ne gagne, en réalité, encore plus au pénal. Mais il faut parler de chaque victoire parce qu'elle compte triple. Et que c'est celle-là qu'on retient. Donc, je suis parti. Donc, je me suis inscrit sur la liste des commis d'office. J'ai fait la formation là pour être commis d'office. Je suis parti. J'ai essayé de faire la conférence du stage. Ça n'a pas marché. Mais c'était trop tard, non ? Non, j'étais encore dans les clous. J'étais encore dans les clous. Non, je l'ai présenté 3 fois, et donc 3 fois j'ai échoué. Ah ouais, quand même. Ouais, je me suis acharné. Ouais. Je me suis acharné. Et alors ça vous a fait quoi ? Alors il y a 2 questions là, parce que ça vous a fait quoi ? De passer des grosses structures américaines, en tout cas grosses à l'international, et donc travailler sur des deals assez extraordinaires, droit des affaires, etc. Et là se retrouver, avocat commis d'office, vie complètement différente. Une chose, et puis ensuite la conférence, 3 échecs, alors que je crois comprendre que vous étiez un premier de la classe, jusqu'à ce fameux concours de meilleur juriste d'affaires qui vous a amené chez Freshfields. Qu'est-ce que ça vous a fait ces deux changements d'univers Mais c'était des bonnes claques quand même. C'était, mais dans le sens positif, c'est-à-dire que je pense que j'ai vraiment pris, pas la mesure, mais j'ai commencé à m'installer dans mes habits d'avocat qui allait faire autre chose. Quand j'ai réalisé que même si personne ne vous attend, d'abord il y a une vie extraordinaire en dehors des grandes structures internationales, qu'il n'y a pas d'avocat déclassé, et que même si on ne fait pas la conférence du stage, on peut très bien construire son parcours d'avocat pénaliste. Et d'avocat tout court, et c'est pas un manque, et ça fait pas de vous un sous-avocat ou un avocat un peu dévalorisé par rapport à d'autres. Et qu'au contraire, il faut prendre conscience qu'on n'a pas forcément besoin de ces accélérateurs, de ces coups de projecteur pour arriver à se construire. Et moi, je pense que ça a plutôt été bénéfique pour moi de pas réussir là,
et d'avoir à construire quelque chose qui soit pas la voie royale, en mode ah oui, il a réussi ceci ou cela, d'apprendre à bâtir quelque chose sans ça. Et ça, c'était le premier effet bénéfique. Le deuxième, c'est que oui, ça a été un peu dur la première année, surtout que je m'étais associé avec quelqu'un avec qui ça s'est assez vite mal passé. Pourquoi vous vous étiez associé avec lui ? Mais parce que je voulais pas commencer seul et parce que j'imaginais qu'il avait ce que je n'avais pas, c'est-à-dire une connaissance du droit pénal et après un début de clientèle. Donc, passé les premières semaines, il est assez rapidement apparu qu'on voyait le monde de manière totalement différente. On n'avait pas les mêmes envies dans la vie et que ça pourrait pas coller en tout cas. Donc on s'est séparés au bout de quelques mois. Mais ça c'est l'histoire des cabinets. Après voilà. Et après j'ai eu la chance de tomber, de sous-louer des bureaux dans un cabinet qui venait de se créer, mais plutôt un cabinet d'affaires. Et donc je gardais un peu un pied dans l'univers des cabinets d'affaires, même si on était totalement indépendant en termes de dossiers et d'activité. Et après, j'ai découvert la prison. Donc le rythme, c'était plus 7 jours sur 7 au cabinet ou en réunion client à travailler sur les dossiers, mais c'était beaucoup plus rythmé par 2-3 audiences par semaine, et puis des visites en prison 2-3 fois par semaine, et surtout le samedi matin, voire le samedi après-midi. C'était ça pendant, je dirais, 5-6 ans. Le temps de bâtir une vraie clientèle de pénal dur. Ouais. Voilà. Et donc vous dites que le fait d'échouer à la conférence, ça vous a forcé, enfin ça a été bénéfique dans le sens où ça vous a forcé à construire sans le coup de pouce du coup de projecteur, on va dire. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour construire cette vie d'avocat pénaliste ? Ça a été, je vous dis, les premiers dossiers, c'est des dossiers qu'on vous donne de commission d'office. Et donc il y a un dossier en particulier qui m'a beaucoup aidé, c'était un petit jeune du 93 et qui avait fait un braquage et qui passait en cour d'appel. Il estimait que la peine était trop lourde. Moi, inconscient que j'étais à l'époque, ne connaissant pas la chambre des appels correctionnels spécialisés en matière de délinquance un peu endurcie, j'y suis allé fleur au fusil et par chance, c'est bien sorti. Il a obtenu une réduction de peine. Donc il avait pris 6 ans ferme, il est passé à 3 ans, plus 1 en SME, il est sorti assez vite. Bon. Le fait d'obtenir ça pour lui m'a fait un petit effet d'air, un petit appel d'air, et m'a obtenu mes premiers dossiers non commis d'office, et notamment un dossier qui m'a beaucoup marqué, qui m'a amené à être aux assises 3-4 ans plus tard, pour un type qui était accusé d'assassinat et qui avait été condamné en première instance, et qu'on a fait acquitter en appel, et qui était un gros voyou du 93 aussi, gardons le département sans donner la ville, ça permet d'identifier personne, et grâce à ça m'a ramené énormément de dossiers, donc de litiges, donc c'était de la défense liée à du trafic de stupéfiants, beaucoup de règlements de compte, donc de matchs aller-retour entre membres de cités rivales qui avaient chacun des points de vente. C'est ce que vous imaginiez en rejoignant le barreau pénal ? Non. Moi, j'avais plutôt en tête les grands dossiers de droit des affaires, pénal des affaires ? Non, alors pas forcément. Je voulais vraiment faire du pénal dur, mais je m'attendais plus à défendre du citoyen confronté à la machine judiciaire plus que du délinquant endurci. Je n'avais aucune conscience de ce qu'est une clientèle pénale de voyous qui ne voient que cet horizon comme étant une possibilité. Pas forcément par choix d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet, mais qui se retrouve là-dedans et qui a une logique de violence et de construction en dehors de la loi, quoi, qui est dedans jusqu'au cou, quoi. Exactement. Ouais. Et alors, ça vous a fait quoi, ça ? Ça m'a beaucoup transformé. D'abord, on apprend qu'il faut aussi défendre un peu ses intérêts en tant qu'avocat. Donc moi, je pense que j'ai eu tous les poncifs naïfs de l'avocat naïf, entre la promesse d'honoraires quand vous faites sortir un client à la barre et qui passe le lendemain à votre cabinet pour vous payer, bien sûr, et que vous ne reverrez jamais. Celui qui vous laisse une fausse montre en dépôt
en vous promettant qu'il va passer aussi vous payer, celui qui tente de vous manœuvrer un peu, tout ça, vous l'apprenez un peu à la dure, quoi. Ouais. Donc conseil, on n'accepte pas de montre en dépôt et le client il paye tout de suite et pas demain. Moi je pense que le vrai conseil, la règle numéro 1, c'est qu'il faut être payé avant l'audience et il faut savoir être suffisamment dur quand on a un client qui peut payer. Attention à faire la différence entre ceux qui peuvent pas payer et puis le dossier qu'on a envie de prendre parce qu'on a envie de le faire, auquel cas il faut accepter la paume qui va avec, mais il faut être un peu payé pour être respecté et il faut ne pas complètement casser les prix et accepter de monter sur un dossier pour 200-300 €, ça n'a aucun sens. Donc il faut être payé avant, c'est hyper important et être très dur là-dessus. Sans ça, il n'y a pas de... Comment dirais-je, on ne peut pas construire quelque chose de pérenne. C'est pas possible. Avec le client. Oui, avec le client et même dans le temps, un cabinet, faire vivre un cabinet et puis garder soi-même une relation avec le nouveau client qui va venir qui soit saine. La question de l'honoraire, elle est très importante. C'est une ligne qui doit être une ligne directrice pour l'avocat. Donc l'extrême inverse, c'est de trop demander, c'est de prendre trop pour et puis de pas bosser derrière. Mais l'honoraire oblige le client, il oblige l'avocat aussi. Et il faut savoir, d'une part, réclamer son honoraire, ensuite le défendre quand vous avez les proches qui viennent vous dire « vous n'avez pas eu le résultat qu'on vous a demandé, vous avez pris trop, il faut rendre ». On connaît ça, les menaces et l'intimidation. Donc il faut arriver à jongler avec ces aspects-là. Mais l'honoraire, c'est extrêmement important. Donc défendre vos intérêts, vous alliez dire « et », pardon ? J'allais dire « et ». Par ailleurs, moi, ce qui caractérisait mon cabinet, c'est qu'en parallèle, j'ai toujours gardé une activité de contentieux des affaires. Comment vous avez fait en sorte de la garder, cette activité ? Par chance, c'est-à-dire encore une fois, quand j'ai vissé ma plaque, plein d'avocats qui étaient avant associés chez Freshfields par exemple, ou de camarades qu'on a croisés comme collaborateurs, qui ont monté leur cabinet dans une autre structure, me renvoyaient des dossiers pour m'aider. Donc j'ai eu de quoi faire tourner mon cabinet grâce à ça. Et ça me donnait une assise financière qui me rendait plus solide sur les discussions d'honoraires ou autres et de craintes. Et j'ai toujours gardé les deux. Encore une fois, inconsciemment, pour moi, être monotache ou ne faire qu'une seule matière m'appauvrissait, m'abrutissait. Quand je voyais que j'avais le pénal qui me prenait tout un mois complet et j'avais plus le temps de faire mes autres dossiers de droit des affaires, ça m'asséchait. Alors que les deux nourrissent. Et le seul truc que j'ai réussi à construire, à conserver, et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup à Paris, ça va faire ça, c'est d'être tout à la fois capable de faire du contentieux des affaires et de faire un vrai travail de pénaliste quand il y a un dossier de pénal qui se présente. Maintenant, beaucoup plus en pénal des affaires, puisque le temps ayant fait son œuvre depuis 2008, ma clientèle est maintenant plus une clientèle de pénal des affaires que de pénal dur. Mais c'est une vraie marque de fabrique d'être ce mouton, pas à 5 pattes, parce que c'est un peu trop grosse tête, mais de savoir vraiment faire les deux et de comprendre quel est le métier du pénaliste, quel est le métier de l'affairiste et de comprendre qu'on n'aborde pas les dossiers de la même manière, que la relation avec le magistrat, la relation avec l'institution judiciaire n'est pas la même quand on plaide au commerce, elle n'est pas la même quand on plaide au civil pur, et elle est encore moins la même quand on plaide devant une juridiction pénale. Et si on revient sur ce cabinet pénal dur, une clientèle... Alors, en parallèle des dossiers qui vous étaient envoyés par les confrères affairistes, vous avez dit, voilà, ça m'a appris, quand je travaillais avec ces voyous aussi, à défendre mes intérêts, à ne pas oublier mes intérêts, moi, comme avocat. On a évoqué la question des honoraires. Est-ce que vous pensez à d'autres choses dans ces affaires et par rapport à cette clientèle en particulier ? Bien sûr, savoir sortir d'un dossier. Savoir où est la limite. Savoir quand on peut encore être crédible devant un juge et quand on va plus l'être quand on n'y est pas. Et savoir aussi se défendre contre les confrères. C'est-à-dire que il arrive parfois qu'on se retrouve sur des confrontations assez dures avec d'autres confrères où la limite entre l'intérêt du client et la distance à avoir avec le client, elle peut être un peu franchie. Ce qui ne veut pas dire que l'avocat que vous avez en face est un avocat marron, mais on perd parfois la perception de la justesse du rôle et de là où faire la part des choses entre l'avocat en face qui fait juste bien son boulot et puis l'avocat qui est trop la voix de son client et pas assez ce qu'est un avocat. C'est quoi un avocat du coup ? Mais l'avocat, pour moi, n'est pas un militant au service de son client. Il n'est pas un militant au service d'une cause. Il est un porte-voix. Il est ensuite quelqu'un qui va sur le pénal
essayer de régler une situation difficile pour quelqu'un d'autre. Donc ça passe par différents outils qu'il faut activer, savoir lequel prendre, mais on n'est pas complètement le client non plus. Et il faut accepter que nous, avocats, on sort du prétoire, on a une vie à vivre qui n'est pas celle du client. Et donc le malheur du client, on le partage, on le porte sur nos épaules, parfois on les aime, parfois on les déteste, et pendant l'audience on doit être corps et âme, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas le client. Et que donc, il doit y avoir toujours une forme de respect pour les autres acteurs qui portent la même robe, qui portent une autre robe dans ce dossier. Et ça, bon, je le dis pas de manière pédante en disant que j'ai jamais franchi la ligne. Hein, j'ai été rappelé à l'ordre plus qu'une fois hein, par un tribunal. J'ai quelques souvenirs de plaidoirie à Bobigny où, après avoir plaidé, le président m'indiquait qu'il avait décidé de pas saisir disciplinairement, mais qu'il y avait fortement songé. Bon. Et ce jour-là, j'étais pas forcément fier de la manière dont j'avais défendu mon client, parce que j'avais perdu un peu de vue ce qui était utile pour lui et ce qui n'était peut-être pas. Et dans l'utilité, il y a la crédibilité face aux autres institutions. Ouais. Parce que cette robe, finalement, il faut l'attacher le moins possible, en fait. Parce que dès qu'on l'attache, elle reste longtemps. Hein, c'est compliqué. Et puis après, je vous disais de se défendre même face à d'autres avocats. J'ai le souvenir du truc le plus dur qu'on m'ait fait, c'est à une semaine des assises, me voir convoqué devant une commission de déontologie parce que on me reprochait d'avoir une double qualité de témoin dans une affaire. J'avais été témoin de faits extrêmement graves qui s'étaient déroulés dans l'enceinte du tribunal de Bobigny. Il y avait un garçon qui avait arraché l'oreille d'un autre dans les toilettes de Bobigny. Et il se trouve que une des personnes mises en cause était partie civile dans un dossier dans lequel moi j'étais l'avocat. Et moi j'avais vu cette personne sortir de l'endroit où les faits s'étaient déroulés, c'est-à-dire les toilettes où on retrouvait le morceau derrière. Donc j'ai pas choisi d'être témoin ce jour-là. Moi, j'étais au tribunal, j'ai vu et j'ai dit ce que j'avais vu. J'étais obligé de dire ça. J'aurais pu, comme beaucoup d'avocats m'avaient dit, non, on dit pas, il faut pas, on peut pas être témoin. Moi, j'estimais que j'avais vu et que mon devoir de citoyen, ça n'a rien à voir avec la qualité d'avocat, c'est on est là au mauvais endroit, et ben il faut le dire. C'est comme ça. Et on m'avait reproché d'être, du coup, l'avocat d'un accusé contre une partie civile qui était la personne, on me disait, contre laquelle j'avais témoigné. Moi, j'avais témoigné contre personne, j'avais témoigné de faits. Donc après que ces faits soient pas bons pour cette personne, c'est pas dirigé contre cette personne. Et c'était totalement déconnecté de ce dossier d'assises. Pour m'empêcher de plaider pleinement le dossier aux assises. Et ça, je n'ai jamais compris cette démarche de l'avocat en face. Pour moi, ce jour-là, cet avocat, il s'est trompé de débat. Ouais. Et vous dites que vous avez aussi appris quand sortir d'un dossier. Oui. J'ai le souvenir d'un dossier dans lequel j'ai compris tard qu'en réalité, un client était en train de se faire passer pour son frère. Et que quand je lui ai dit que ça allait pas fonctionner parce qu'il était en train de s'en rendre compte, il ne peut plus rester, quoi. C'est plus possible. C'est plus possible parce que... pour plusieurs raisons. Vous pouvez pas plaider en ayant su que dans cet autre dossier, c'est lui et pas son frère, vous voyez, et pas son frère à mettre en cause, et que ça détruit toute sa stratégie de défense que vous soutenez depuis le début dans le dossier. Vous êtes plus crédible. Je me sentais. Vous voyez, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est quand on veut absolument vous faire plaider quelque chose, un peu sous la menace. Il faut savoir dire non. Vous avez été menacé à plusieurs reprises dans cette activité ? Oui, j'en tire pas de fierté. Mais c'était des moments toujours difficiles, durs. J'ai eu des clients qui voulaient être absolument remboursés de leurs honoraires parce qu'ils estimaient que j'avais pas livré ce que j'aurais dû livrer. Parce que la peine obtenue était supérieure aux réquisitions, ça arrive parfois, hein, on se prend tous des gros gadins. Et j'ai eu des menaces pour communiquer des pièces d'un dossier. Et vous le viviez comment, ça ? Assez mal. Et là, je parle si vous voulez, de menaces délibérées, parce qu'après, je mets de côté les dossiers où on défend des fous, qui sont pour moi les dossiers où j'ai eu vraiment le plus peur. C'est-à-dire que C'est quoi un fou ? Un fou, c'est par exemple quelqu'un qui est clairement atteint d'un délire complet et qui perd le contact avec la réalité. Et donc, ce sont des dossiers dans lesquels vous êtes confronté à des frais extrêmement graves. J'ai en tête le cas d'un assassinat où il y avait
plus de 70 coups sur la victime, qui avait été torturée avant d'être tuée. Vous voyez, des trucs vraiment horribles où le client lui-même vous fait peur. Je me souviens, j'allais toujours habillé de la même manière le voir, parce qu'il avait un délire paranoïaque en secteur, et que petit à petit, il glissait selon les personnes. Et donc, il avait d'abord fait une fixation sur un ancien président de la République, avant de faire une fixation sur l'avocat général, et avant de faire une fixation sur son dernier avocat, c'est-à-dire moi. Donc, je venais toujours habillé de la même manière, il inspectait toujours tout, il était persuadé que j'avais un micro dans ma montre. Et donc, un jour, j'ai eu le malheur de ne pas mettre ma montre, et cette petite engrenage est parti. Voilà. Et là, oui, après le procès, j'ai eu de longues... Des vrais... c'est la seule fois où j'ai eu un petit traumatisme, c'est-à-dire à bien regarder derrière moi que les portes se fermaient, à allumer la lumière dans les couloirs pour avancer. Quand même, ouais. Et il m'arrivait de me réveiller la nuit en imaginant qu'il était sorti de prison et qu'il m'attendait en bas. Voilà. Pour la montre. Il m'a flingué plusieurs fois. Dans mes rêves. Ouais. Ouais. Et mais c'est... Et vous dites ça, c'est quelque part de la menace non délibérée parce que il y a de la folie. Ouais. Et vous avez dit que ce qui vous affectait aussi, finalement, le plus, c'était les menaces délibérées. Oui, parce que en fait, dans la menace, quand la machine humaine déraille, on est démuni parce que pour quelqu'un qui essaie toujours d'analyser et de rationaliser, il n'y a plus de rationalité, il n'y a plus rien. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir peur de tout, parce que tout est possible. Donc, c'est terrible d'arriver à se rassurer dans ces cas-là. Mais on ne peut pas en vouloir à cette personne, parce que c'est pas l'insu de son plein gré, mais elle le maîtrise pas, si vous voulez. C'est comme ça, on choisit pas d'avoir une maladie mentale, on le subit. Alors que celui qui choisit, lui, d'avoir un comportement si vous voulez, de mal dominant, il utilise le rapport de force, le rapport physique, pour obtenir quelque chose qui n'est pas justifié. Quand l'avocat s'est défoncé pendant une année sur une instruction et allé à l'audience, et ça n'a pas fonctionné alors qu'on a tout donné, il n'y a aucune raison de lui faire le reproche de la peine ainsi obtenue, et de demander, par des mesures d'intimidation, voire le recours à la violence, de rendre une partie des honoraires, voire de rendre tous les honoraires. Et puis d'être odieux au téléphone, odieux en physique, d'être... vous voyez, c'est cet aspect-là qui est le plus difficile parfois. Et ça, comment vous gériez ? Vous gérez comme vous pouvez, c'est-à-dire à vous de parler, de discuter, de faire appel à d'autres confrères, de partager des expériences. C'est important, ça, de ne pas rester isolé et d'avoir toute cette petite bande d'avocats avec qui vous pouvez échanger, même si ce n'est pas vos associés, mais avec lesquels vous pouvez confronter des expériences, raconter, et puis toujours désacraliser et rire. Très important d'en rire. Ouais. De rire de soi et de ces trucs gravissimes, parce que c'est comme ça qu'on arrive à les rendre acceptables finalement. Votre cabinet, vous dites vous l'avez construit 5-6 ans après, ça a commencé à être quelque chose de bien construit en pénal dur. Vous aviez des collaborateurs, on était 3 associés, on avait 4 ou 5 collaborateurs. Ouais. Non, ça tournait bien. Donc ça a bien tourné. Ouais, ces associés, c'était d'autres pénalistes avec qui vous vous êtes... Non, c'était... une associée qui est une amie et qui se reconnaîtra aussi et qui fait, elle, du droit de la concurrence. Et donc, elle s'occupait vraiment de développer tout le contentieux commercial et devant l'autorité de la concurrence et puis toutes les problématiques de concurrence déloyale ou autre. Et puis, l'autre associé, c'était plus un ami pareil qui voulait se lancer et lui, il voulait faire plus du contentieux. On ne s'est pas quitté en très bons termes là-dessus. On s'est perdu au moment où le cabinet ayant grossi, s'étant établi, on n'a pas su, en tout cas moi, j'ai pas su arriver à proposer une autre forme d'association entre nous pour continuer à travailler ensemble, tout en permettant à chacun de travailler à son rythme, comme il vous voulait, avec ses objectifs. Et qu'est-ce qui fait que vous avez, au fur et à mesure, est-ce que c'est vous qui avez, mais en même temps, vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas choisi niveau client, niveau dossier, donc c'est pas vous qui avez fait en sorte que votre activité sorte du pénal dur et de ce banditisme auquel vous avez participé. En fait, si vous voulez rester dans
c'est pas un marché, mais sur ce type de dossier, ça suppose d'être toujours disponible, de faire beaucoup de tours en prison, d'aller voir les gens, et donc une activité qui est très prenante. Et il se trouve que moi j'ai eu des enfants et que vous prenez un certain nombre de coups quand même, et il faut choisir. Et finalement, avoir ces enfants, le samedi matin, je préférais passer du temps avec ma fille que d'aller en prison. Donc petit à petit, ces clients vous quittent. Et ils ont bien raison, parce que vous pouvez plus consacrer autant de temps à la tournée en prison, et vous envoyez des collaborateurs, et on voudrait vous voir vous, et vous n'êtes pas à l'âge où c'est logique d'envoyer quelqu'un qui a 10 ans de moins que vous, 20 ans de moins que vous. Moi, j'avais pas 45 ans ou 50 ans. Donc, le client comprend pas. Le type, il veut que ce soit vous qui soyez là, qui lui parlez de son dossier, et pas un jeune ou une jeune collaboratrice, aussi talentueuse et aussi sympathique soit-elle ou soit-il. Vous voyez, c'est ça. Et puis ensuite, vous avez aussi d'autres dossiers qui prennent plus de temps, et vous leur consacrez du temps. Voilà, ça s'épuise au bout d'un moment. Et puis, un client vous appelle, vous voyez que vous n'avez pas le temps, vous allez le renvoyer à quelqu'un d'autre. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous dites, non, c'est peut-être un peu petit maintenant, ou peut-être j'ai pas à venir pour ça. Ce client, il ne rappellera plus forcément. Et vous en faites encore ? Du pénal dur ? Oui, un petit peu, oui. Un petit peu ? Un petit peu, mais ça reste quelques dossiers d'assises. Qui viennent d'où ? Qui viennent toujours par le réseau d'avocats, et encore un peu par les contacts que j'ai conservés de clients historiques avec lesquels il y a eu vraiment des batailles fortes, et qui restent. Vous voyez, il y a un lien. Quelqu'un que vous avez acquitté, vous gardez un lien fort. Et ça sans regret ? Sans regret, même si on est très différents, même si sans regret de plus faire le droit pénal, vous voulez dire ? Ce droit pénal-là. Ce droit pénal-là, non, sans regret, parce que je pense que je suis bien moins bon qu'à l'époque si jamais j'ai été bon, voilà, et que ça correspond à des épisodes de la vie. On avance, et puis en fond, c'est là où je vous dis, la clientèle vous fait. Tiens, vous allez un peu là où vous voyez de la lumière, mais il n'y a pas un grand plan média pour dire je vais faire comme ça, je vais attaquer tel. J'ai jamais fonctionné comme ça. Je sais que d'autres y arrivent, mais moi je sais pas faire. Et donc votre activité s'est réorientée vers le droit des affaires dans le cadre de cette association. Ce que je comprends, c'est que c'était beaucoup une association de moyens plus qu'une association vraiment un projet commun. On partageait tout. On partageait vraiment tout. Donc il n'y avait pas chacun est payé sur ce qu'il a ramené au cabinet ou autre. Tout était vraiment mis en commun. Donc c'est en ça que c'était une vraie association et pas une association de moyens où chacun encaisse de son côté et puis on partage juste les charges. Mais est-ce qu'il y avait un projet commun ? Ou est-ce que chacun... Sur le papier. Après, sur le papier. Je pense que la vie... C'est là où ça s'est étiolé. Ça, c'est un peu... On a tiré dans des directions différentes. Et donc, à un moment, vous vous séparez. La séparation, ça a été pour les 3 en même temps ou il y en a un qui est parti, puis ensuite un autre Alors, juridiquement, on s'est séparés complètement. Après, eux deux ont cohabité, je crois, dans le même cabinet, mais sans être plus associés ni rien. C'était pour le coup, je crois, une question de moyens, de choix, de pas redéménager, évoluer, changer. Et moi, j'ai quitté les lieux eux-mêmes. Donc, j'ai quitté là où on était rue de l'Université. C'était des super locaux. C'était bien là-bas. On a passé du très bon temps. Et puis, donc, pendant 1 an et demi, peut-être 2, je sais plus, peut-être 2, j'étais seul associé avec mon équipe de collaborateurs. Donc, j'avais 3 collaborateurs. Et donc, on a un peu baluchonné. On est d'abord allé dans les locaux d'un cabinet d'affaires. C'était très bien, ils nous ont accueillis, c'était super. Et puis après, quand eux-mêmes ont déménagé, on est dans un autre cabinet. Et puis ensuite, j'ai rejoint cette structure-là, où là, je l'ai intégré comme associé. Et ça correspondait à un moment de ma vie où j'avais un rythme un peu particulier. Là encore, une expérience pas choisie, puisque ma femme avait été envoyée en expatriation au Congo-Brazzaville. Donc pendant 2 ans, moi, je faisais la navette. Donc, je continue à exercer à Paris, mais je passais 15 jours à Paris et 15 jours au Congo-Brazzaville. Comment vous gériez ça ? Donc, c'est là où j'ai découvert le télétravail. Avant tout le monde, avant le Covid, j'ai donc dû structurer le cabinet et m'organiser pour pouvoir, pendant 15 jours, être comme si j'étais à Paris, donc ne faire que des réunions virtuelles, que des conf calls, pas d'audience, donc il fallait gérer le calendrier.
Mais oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que en activité de conseil, je comprends assez aisément qu'on puisse faire du télétravail facilement, mais en activité contentieux, il y a quand même le calendrier des audiences, etc., etc. Donc comment est-ce que vous gériez ça au niveau des... Il y a pas mal de demandes de renvoi quand même. Non, et puis j'avais une équipe de 3 collaborateurs, donc il y a pas mal d'audiences qui assuraient également de leur côté, mais j'ai eu de la chance sur ces 2 années de réussir à gérer assez bien le calendrier, mis à part sur une période où j'ai dû faire 1 mois et demi complet à Paris pour pouvoir gérer, parce qu'il y avait là trop d'audiences qui s'accumulaient et qui devaient sortir. Mais sinon, la typologie des dossiers sur lesquels j'étais à ce moment-là faisait qu'on est sur des trucs qui s'organisent, où il y a... C'était beaucoup de tribunal du commerce Non, c'était aussi beaucoup de correctionnels, mais de grosses correctionnelles. Okay. Quelques assises encore, mais là aussi, on a de la visibilité. C'est pas fixé 2 jours avant. Donc, ça permet de s'organiser en fonction de ces dates-là, ou de demander à ce que ce soit fixé plutôt à telle période plutôt que telle autre. Oui. Et ça m'ouvre une question. Ce que je comprends, c'est que c'est la Harvard Business Review qui a pas mal écrit sur ce sujet-là, et je trouve que c'est un sujet assez intéressant. C'est le sujet des couples à double carrière. C'est-à-dire quand les 2 personnes dans le couple, il y en a pas une qui efface sa vie professionnelle au service du foyer, mais que les 2 mènent de front une vie professionnelle ambitieuse. Et j'ai l'impression que c'est votre cas. Avec cette opportunité de détachement à l'étranger, etc. Ma femme a une plus belle carrière que la mienne. Ouais. Et comment est-ce que, donc là, il y a eu ce truc où elle est s'installer au Congo Brazzaville, et donc vous avez aménagé votre temps pour permettre ses allers-retours, etc. Est-ce qu'il y a d'autres moments où ça a eu où sa carrière a eu un impact sur vous, votre manière de gérer votre exercice professionnel? Non. Ça a été le moment principal? Ouais. Ouais, ok. Et vous avez évoqué le fait que la paternité a eu un impact sur votre activité, parce que, toutes ces tournées en prison, etc. Le samedi, c'était moins d'actualité. Et est-ce qu'il y a eu d'autres aménagements, du fait d'avoir des enfants dans votre exercice? Est-ce que ça a changé des choses? Oui, ça change. Ça change parfois le fait de gérer différemment son temps, donc d'essayer d'organiser sa journée non plus autour d'une contrainte professionnelle, mais autour d'une contrainte familiale. Parce que là, je n'ai pas dû faire souvent avant d'avoir des enfants, et c'est un regret d'ailleurs de voir que le couple passait après le travail. Ça, et c'est l'arrivée des enfants qui a permis de rééquilibrer un peu plus ça. Et en revanche, sur la question du loisir ou du sport ou d'autres activités ou autres, moi j'avais toujours fait passer ça après le travail. Bon, les choses sont un peu différentes aujourd'hui. J'ai une vision un peu plus, j'essaie d'équilibrer un peu plus les choses, et je pense que c'est important. Après, je dirais que c'est une question d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a des phases où on est plus ou moins en recherche d'autre chose et de trouver un équilibre entre ces différents aspects de sa vie. Et d'autres où on a besoin d'être complètement déséquilibré. Je pense que certains jeunes avocats vous disent il faut faire l'effort jeune, il faut faire à fond, et puis après on voit différemment. Je suis pas sûr. Peut-être il y a une voie qui permet au contraire de construire en étant plus équilibré dès le début, et de faire ça plus longtemps, et d'accepter que les choses prennent du temps en fait. C'est-à-dire qu'une carrière d'avocat et une clientèle, ça se construit pas en 6 mois, en 1 an. Il y a toujours une exception ou deux, mais si vous regardez la vaste majorité, que ce soit en pénal, en contentieux, dans les grandes ou les petites structures, rien ne se fait de solide, ne se fait en 1 an, 1 an et demi. Il y a beaucoup d'étoiles filantes dans notre métier, il y a peu d'étoiles finalement qui brillent longtemps. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut aller au bout. Ouais. Il faut aller au bout. Quand le cabinet Cohen Gresseur, donc où nous sommes aujourd'hui, où vous êtes aujourd'hui associé, est venu vous voir, quel était le projet? C'est-à-dire que vous, ce que je comprends, c'est que ça faisait 2 ans que vous aviez quitté cette association, et vous avez, il y a eu cette activité pénale dure qui a un petit peu voulu vers plus de pénal des affaires, mais c'est complètement autre chose de rejoindre une grosse structure comme ça. Quel était le projet? Est-ce que vous veniez avec une clientèle propre? Est-ce que jusqu'à maintenant votre clientèle était quand même encore beaucoup envoyée par des confrères? Où est-ce que vous en étiez, et qu'est-ce qui vous a attiré ici dans la proposition? Alors, ce cabinet, on avait commencé à discuter au moment où mon premier cabinet s'est disloqué. Une des raisons de se disloquer, et on tirait dans des directions différentes, c'était, moi j'avais envie de donner
de construire un cabinet un peu plus gros, de pousser un peu plus et d'utiliser une plateforme peut-être un peu plus internationale, notamment parce que cet environnement international, moi, il a toujours été important dans mon ADN d'avocat. J'ai commencé par ça et je l'ai continué. Et puis même quand j'étais seul, on avait quand même beaucoup de clients étrangers encore. Et donc, qui venaient justement de ses confrères qui vous envoyaient les dossiers. Exactement. Oui. Donc, rejoindre Cohen & Gresser, il y avait 3 raisons. La première, c'était d'avoir une plateforme plus établie qui me permettait de positionner mon équipe et mon cabinet, ce qui rassure un certain nombre de clients un peu plus institutionnels. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est une question de rencontre, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est pas des Américains comme tous les Américains. Il suffit de rencontrer ici nos 2 fondateurs, qui sont pas 2 vieux messieurs gâteux qui n'existent plus, mais qui sont en plein exercice. Donc Cohen & Gresser, vous avez donc Mark Cohen et Larry Gresser, qui sont tous les 2 des avocats extraordinaires. Pour Mark Cohen, un ancien procureur de l'Eastern District de New York, et qui ont un positionnement et une culture que j'ai toujours vu comme étant très proche de la mienne. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois du contentieux des affaires et du droit pénal des affaires. Mark Cohen fait quasiment que du droit pénal des affaires et Larry fait beaucoup de contentieux des affaires. Donc, quand on échange, moi j'ai trouvé des gens qui avaient une culture proche de la mienne en tant que qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui nous plaît dans un dossier, qu'est-ce qui nous éclate, comment on s'amuse, comment on résout les situations. Et je les ai trouvés aux antipodes de certains cabinets institutionnels dans lesquels je ne me retrouvais pas. Mais encore une fois, c'est pas une critique, c'est une question de fit, de personnalité. C'est qu'ils avaient une approche qui est la suivante, qui est de dire si on peut résoudre un problème pour le client avec une seule lettre, le client a le droit de nous reprocher de ne pas avoir réussi de régler le problème avec un coup de fil. C'est-à-dire de ne pas chercher à faire du lawyering, comme on dit, c'est-à-dire de développer, faire de la note, déverser des tonnes d'informations au client ou de générer du travail qui ne sert pas. C'est d'être avare de son temps et de ce qu'on va faire pour le client. De ne faire que ce qui est essentiel, ce qu'on pense être essentiel. Quitte à passer parfois pour des gens qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas de vision, qui ne sont pas assez dynamiques, qui ne prennent pas assez le dossier. Mais fondamentalement, dans le contentieux et la défense pénale, il y a énormément de choses qui ne servent à rien. Donc ça ne sert à rien de les faire. Il faut faire ce qui est utile. Et ça demande de peut-être moins agir, de moins être proactif, mais d'être plus sur le bon timing, le bon moment. C'est une question de momentum. Et ça, c'était une culture, un discours chez eux que je trouvais très bon et qui m'intéressait énormément. Et puis le troisième, c'était le souci d'avoir une équipe de collaborateurs qui ait une vie de cabinet, alors que moi, j'avais une vie un peu itinérante. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans la peau d'un collaborateur qui a 2-3 années d'exercice et qui, pendant 15 jours, se retrouve sans l'animateur de l'équipe. C'est difficile de rester motivé, d'avoir envie. Donc c'est important que ces 3 collaborateurs auxquels je tiens beaucoup, ils soient avec d'autres collaborateurs, ils aient une vie de cabinet autour d'eux et il n'y a pas le sentiment d'un on-off, 15 jours actifs, 15 jours où ça redescend un peu, qui est pas bon, même psychologiquement et dans l'entrain. Donc il y avait le désir de trouver un cabinet avec une culture cabinet, y compris pour les collaborateurs, qui permettent un épanouissement et qui donne aussi une visibilité sur ce que ça pourrait être demain en termes d'exercice, qui puisse se projeter et qui puisse donc être avec d'autres collaborateurs, avec d'autres pratiques, des gens qui font autre chose, et pour donner d'autres points de repère. Voilà les trois raisons qui ont fait que je suis venu ici. Et encore une fois, ici, c'est vraiment pas une structure américaine comme on peut la voir. On a un degré d'autonomie extrêmement important. Moi, je suis venu ici en apportant toute ma clientèle à ce cabinet. Et ma responsabilité, c'est de développer encore cette clientèle. Il n'y a pas de robinet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas New York qui, le lundi, vous envoie un dossier. On est tout autant prescripteur de dossiers pour Londres et pour New York que l'inverse, même plus d'ailleurs. Mais c'est pas, j'ai pas rejoint ici pour me reposer sur une base de clients que je pourrais exploiter. Il y a pas ça. Hein. Et souvent, dans beaucoup de cabinets internationaux, c'est un leurre, c'est-à-dire qu'il n'existe pas le robinet étranger qui vous arrose le client. Il faut aller le chercher, il faut le développer, il faut l'entretenir surtout.
Et ce deuxième point là que vous avez évoqué sur le rôle de l'avocat, le fait d'être avare de ce qu'on va faire, de bien choisir comment on va intervenir pour le client plutôt que de développer du besoin, on va dire. C'est un discours qui vous a marqué parce que c'est quelque chose dont vous aviez le sentiment, mais que vous sentiez que vous pouviez exploiter plus ou plus développer, ou est-ce que c'est une pratique que vous avez d'une certaine manière toujours cultivée? Est-ce que ce qui vous a intéressé là-dedans, c'est développer vos compétences dans cette manière d'intervenir là, ou est-ce que c'était déjà une manière que vous aviez de travailler et vous vous êtes dit du coup notre culture elle est vraiment commune? Non, moi j'ai été élevé à la culture anglo-saxonne, à l'anglaise. Donc à l'anglaise, c'est quand même des commerciaux assez incroyables qui sont très très bons pour développer sur un dossier tout un tas de besoins pour le client qui sont pas, si on prend un peu de recul, forcément essentiels. Mais ça correspond à une évolution, je pense, de la profession et de la manière de rendre service au client, avec l'arrivée de tout un tas d'anciens avocats en entreprise. Et donc, chez beaucoup de clients, il y a aussi la conscience du souci de regarder ce que font vraiment les avocats et d'utiliser l'avocat à bon escient. Maintenant, chez moi, ça a été une question qui est née de ma pratique et de remise en cause de certains automatismes. De dire, mais pourquoi faire une note là où il n'y a pas besoin de note? Si personne ne vous demande une note, ça sert à rien de faire une note. Si le client a besoin d'une note, on lui fera une note, mais on se met d'accord avec lui sur ce dont il a besoin. Quel niveau de détail, qu'est-ce qu'il lui faut, quel rendu il lui faut. Parfois, un coup de fil leur convient, un coup de fil convient. Et même dans la définition de la stratégie, l'apprentissage au fil des années, ça montre que finalement le contentieux peut pas être un but en soi. C'est-à-dire que le contentieux, c'est un moyen d'action à un moment donné, c'est un levier de négo à un moment donné, c'est un passage obligé parce qu'on est forcé, on est mis en cause, mais il faut autant que possible essayer d'éviter une mise en cause et autant que possible, il faut résoudre très très rapidement un litige. Ça, c'est l'intérêt à moyen, long terme du client, c'est de ne pas aller au bout des contentieux. Donc dès que c'est possible, il faut transiger, quitte à perdre un petit peu, payer un peu plus que ce qu'on pense devoir payer, ou renoncer à quelque chose, mais pour passer à autre chose, parce que la vie des gens ne peut pas être tournée autour du contentieux. Quelqu'un qui a le dossier de sa vie, on en a tous rencontré. Et la personne qui rentre dans votre bureau, elle a sous le bras un énorme dossier, elle est noyée dedans. Le seul service qu'on peut rendre à cette personne, c'est de ne pas l'entretenir dans ce dossier de sa vie. Parce qu'on ne peut pas construire une vie autour d'un litige, autour d'un ressentiment. Et ça, c'est le rôle de l'avocat que d'arriver à faire accoucher cette personne, sortir de cette boucle temporelle qui se répète à l'infini. C'est pas toujours possible, mais il faut toujours essayer, quitte à dire « je suis pas votre homme ». Et vous avez dit que du coup il y a pas de robinet ici. Vous êtes venu avec votre clientèle et vous êtes plutôt dans une logique de développement de cette clientèle, bien évidemment. Avec et pour le cabinet. Cette clientèle, vous avez beaucoup parlé du fait que c'est des confrères qui vous envoyaient des dossiers, etc., etc. Est-ce que vous avez, est-ce que c'est votre moyen privilégié d'acquisition de dossiers, le fait de travailler en partenariat avec d'autres confrères, ou est-ce qu'au bout d'un moment vous avez, et le cas échéant, comment est-ce que vous avez cultivé une clientèle propre et directe? Alors, l'approche dite collaborative, c'est-à-dire le fait de s'inscrire dans un environnement d'autres cabinets qui sont peut-être plus gros ou positionnés sur un autre secteur ou qui font la même chose que vous, mais qui vont avoir besoin à un moment donné, soit sur un dossier que d'autres confrères viennent les assister, soit de pas pouvoir prendre le dossier. Et donc, c'est le cas du conflit. Il faut pouvoir renvoyer un dossier chez quelqu'un de confiance. Et entre les avocats, l'avocat de confiance, c'est celui qui, va bien faire le dossier, mais surtout va pas piquer le client si c'est spontané. Si c'est ponctuel, pas spontané. C'est-à-dire que si c'est pour un conflit, mais on surveille le client. Et donc, cette approche collaborative, moi je l'ai toujours eue parce qu'au départ, j'avais pas de clients. Donc, quitte à travailler avec les autres, parfois un peu pour les autres, ça me dérange absolument pas. C'est même formidable parce que on reste dans une espèce de grande fraternité et au quotidien, c'est extrêmement confortable et en plus intéressant.
Après, vous vous rendez compte que les clients que vous avez assistés, quand c'est pas quelqu'un qui vous a été envoyé pour un conflit, ben, lui-même, s'il a été content, il va générer peut-être 1 ou 2 clients dans le temps. C'est pas immédiat, mais votre nom va un peu plus circuler. Et c'est l'autre technique que moi j'utilise, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que la plupart des clients qui viennent ici, qui franchissent cette porte, c'est pas qu'ils ont entendu parler de moi par une réputation haute. Je suis plutôt un profil low profile. Moi, je parle pas de mes dossiers. Je me vante très peu dans la presse de mes grandes victoires et encore moins de mes immenses défaites. Mais c'est soit un avocat, soit un ancien client qui a donné votre nom. Et la personne va venir ici parce qu'elle est renvoyée. C'est le mécanisme du bouche à oreille. Après, vous avez besoin d'être identifié dans les classements. Pourquoi ? Pas tellement pour qu'on vous choisisse, parce que quelqu'un descend la liste des classements et dit « Tiens, il est dans telle bande, je vais aller le voir ». Moi, ça n'a jamais marché pour moi comme ça. Et je connais peu d'avocats pour qui ça a marché comme ça, sauf ceux qui sont les ténors. Le ténor, on va chez le ténor parce qu'on veut un ténor. Bon, il se trouve que moi, je suis pas un ténor, et je serai peut-être jamais un ténor. Pour autant, ça m'empêche pas d'avoir des clients et des dossiers qui me plaisent. Et donc, le classement, il est en revanche important pour rassurer le client dans la justification, surtout pour le client institutionnel, que celui qui a validé votre nom après le bouche à oreille va pouvoir se couvrir si jamais il y a un petit accident à l'issue du dossier. Il faut qu'il dise, attendez, moi j'ai pris tel avocat parce que telle autre personne nous l'a recommandé, et dans les classements, regardez, il est tout à fait au niveau où il faut. Donc c'est là un peu le piège du classement. Il faut pas se dire, je dois être dans le classement au top parce que je suis bon. Il faut y être parce que j'en ai besoin pour confirmer le choix du client, mais un ténor qui est un ténor dans tous les classements, c'est parce qu'il est un ténor. Et devenir ténor, ça tient à tout un tas de conditions qui relèvent de l'alignement de planètes. Vous voyez, il y a autant la part de la chance que de la qualité intrinsèque de la personne. Mais globalement, à Paris, vous prenez la plupart des avocats sur un même domaine, vous avez des gens qui sont aussi bons les uns que les autres. Après, ce qui fait la différence, c'est bien difficile de l'exprimer. Pourquoi on préfère X plutôt que Y ? Pourquoi pour un tel, c'est cet avocat dans lequel on va jurer toute sa vie, et puis tel autre, on peut pas l'aimer. Ça, c'est l'humain, ça, c'est la part de l'humain de la contrôlable. Et ça, il n'y a aucun classement qui pourra jamais le capturer. Un ténor, ça reste un ténor, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui fait qu'un ténor est clos ? Voilà. Ça, c'est un vrai mystère. Est-ce que vous aviez des techniques pour susciter du bouche à oreille ? À part la compétence, bien sûr. Même si c'est un gros point, la compétence. On est d'accord. Vous voulez dire, non, je crois que... Je sais pas, est-ce que vous avez des petits trucs dans votre relation client que vous pensez quelque chose qui contribue au fait qu'on pense à vous, qu'on parle de vous ? Je sais pas dire. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut demander à des clients, en fait. Je pense que c'est eux qui peuvent vous répondre, plus que l'avocat. Parce que moi, je vais dire un truc qui est ma perception, mais ça se trouve, je me gourre complètement. Ça se trouve, c'est certes parce que vous avez bien marché sur un dossier, mais il y a des clients qui sont avec moi depuis le début. Je me souviens, mon premier client, quand j'ai monté mon cabinet, c'est toujours mon client. Et lui, en 13 ans, on en a perdu des dossiers pour lui, on en a gagné pour lui. Mais il est toujours là. Donc vous dire, c'est parce qu'on a été hyper bon à ce moment-là, parce qu'il y a ceci, c'est forcément pas ça. C'est autre chose. Et je sais pas ce que c'est. Et vous savez pas ce que c'est ? Non, parce que vous posez pas la question. Ils vous disent jamais, vos clients ? Mais moi, j'ai pas envie d'en poser la question. J'apprécie, mais sans leur poser la question, ils vous disent jamais, j'apprécie particulièrement chez vous ça, ou là, dans tel dossier, vous avez fait ça et ça m'a plu. Non. Ils vous disent parfois des trucs très gentils, parfois des trucs horribles. Pour autant, ils restent. Mais c'est tellement divers que ça relève de la personnalité du client plus que de la personnalité de l'avocat. Oui. Non, mais bien sûr, mais c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez pu capter de la perception qu'ont vos clients de vous dans ces choses parfois très gentilles et d'autres choses parfois horribles que vous avez pu... Ça, je le garderai pour moi. Ouais, vous êtes trop pudique, je comprends. Ça, je le garderai pour moi. Et enfin, dernier point, vous avez évoqué votre équipe, vous avez évoqué 3 collaborateurs qui vous ont suivi dans vos pérégrinations, l'association qui se défait, puis ensuite votre itinérance et qui vous ont rejoint ici. C'est des collaborateurs historiques maintenant depuis un moment avec qui vous travaillez. Est-ce que c'est une équipe Il en reste qu'une sur les 3, mais parce qu'ils ont pris des chemins un peu divers. Ouais. Mais pour le mieux. Pour le mieux, parce que, vous savez, il faut se mettre à leur place, je pense, et c'est difficile de s'inscrire dans 10, 15 ans avec la même personne. Alors, il y a le déménagement, il y a le fait si on prend l'exemple de Céline, dont on parlait juste avant, là, c'est le fait de repartir dans le sud. Voilà. Et qui est
on a vécu des trucs incroyables au sein du cabinet. Je pense qu'on a des moments d'audience forts, des catastrophes judiciaires pour le client, mais écrites d'avance parce que le dossier était catastrophe, mais il faut les vivre, voilà, et ça fait des liens pour la vie, même si on sera jamais des amis proches ou autres, ça crée un lien fort. Donc elle a monté son cabinet après une autre expérience, je crois, en collaboration. Donc je suis très fier qu'elle se lance, elle ait envie de faire des choses et de développer. Je trouve que c'est une belle réussite. Je dirais que au moins 3 anciens collaborateurs ont fait ça. Ça c'est super. Et puis il y en a une qui est encore avec moi aujourd'hui et à qui ça se passe super et qui deviendra une très grande avocate. Elle est déjà une super avocate, mais c'est un plaisir de l'avoir dans mon équipe. Et puis ceux qui sont venus renforcer cette équipe aussi, j'ai la chance d'avoir vraiment des collaborateurs super, dont une qui est en congé maternité en ce moment. Donc ça aussi, c'est la première fois que j'ai ça depuis que j'ai ce type de situation à gérer. Et je trouve qu'on a géré plutôt bien et que c'est un... Comment vous avez géré justement ? On a fait une vraie place, c'est-à-dire que le truc, c'est qu'il faut vraiment que ce soit une coupure. Il faut résister à la tentation de la facilité de passer le coup de fil à... après, il faut aussi accepter que pour elle, parce qu'elle appelle de temps à autre pour savoir, prendre des nouvelles, certains dossiers, quand elle sait qu'il y a une plaidoirie, elle veut savoir. Donc, c'est de respecter que ce soit elle qui donne le rythme. Ça, c'est hyper important. Et puis après, on a réparti un peu le boulot. Moi, je fais un peu plus de travail qu'avant. Oui, vous n'avez pas voulu recruter de manière ponctuelle pour... Non, parce que je trouve que c'est dur de prendre quelqu'un pour 6 mois. D'abord, je trouve que quand quelqu'un rejoint une équipe, il faut 6 mois pour que la personne soit dans ses marques. Et c'est le temps que ça prend un minimum. Donc, ça veut dire qu'au moment où la personne aurait enfin été dans ses marques, on lui dit au revoir. C'était, pour moi, pas envisageable. Je trouvais que c'était pas souhaitable. Maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Alors ici, je suis arrivé en mai 2018, donc ça va faire 3 ans, 3 ans et demi. Ouais. 3 ans et demi. Et alors, retour d'expérience sur ces 3 ans et demi ? Parce qu'on a parlé du projet, mais est-ce que ça se réalise comme vous le souhaitiez ? Est-ce que on a parlé tout à l'heure du fait que quand vous êtes parti du barreau d'affaires pour rejoindre le barreau pénal, vous aviez ce qui relève du fantasme, et puis ça vous a pas empêché de vous développer dans le pénal dur et de vivre cette vie. Est-ce que le fait de rejoindre en qualité d'associé ce cabinet avec le projet qu'on vous a proposé, etc., est-ce que c'est conforme à ce que vous attendiez ou est-ce que c'est encore différent de ce que vous attendiez ? C'est encore différent de ce quoi je m'attendais. Je m'attendais un peu moins de liberté que ce que j'ai vraiment. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important de vraiment n'avoir de compte à rendre qu'à soi-même et au client pour la gestion du temps, du choix du dossier. Ça, c'est un luxe que peu de cabinets peuvent vous offrir. On a quand même un cadre de travail très agréable et on a en plus une équipe dans laquelle il y a une entente assez chouette. C'est-à-dire que dans tous nos collaborateurs, tout le monde s'entend bien. Et donc il y a une vraie envie d'être ensemble. Ça a été dur le confinement et alors qu'on proposait, on envisageait vraiment le télétravail, on a plutôt une résistance qu'une demande. Mais pour autant, on trouve un équilibre assez intéressant. Donc globalement, moi je suis satisfait. J'ai pas à me plaindre. Bien sûr, on voudrait toujours que les choses soient un peu différentes et qu'elles correspondent au fantasme qu'on a du cabinet parfait, du mode d'exercice parfait, des associés parfaits. Mais il faut aussi faire la part des choses, regarder ce qu'on a. Et puis vraiment regarder le verre à moitié plein, ça c'est... Ouais, je vous entends beaucoup dans le verre à moitié plein. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment un fil rouge parce que quand je vous ai questionné sur l'échec de la conférence, vous avez tout de suite dit non, ça a été une super opportunité parce que du coup je me suis construit dans le dur et donc j'ai l'impression que c'est un vrai réflexe chez vous de tout de suite prendre les choses du côté du verre à moitié plein plutôt que... Ça l'est devenu, ça n'a pas toujours été le cas. Ça l'est devenu. Mais forcément, quand il faut encaisser, il faut digérer. Là, on parle de choses qui sont digérées, donc c'est plus facile. Mais après, on critique un peu le positivisme à tout crin. Après, c'est une question de mesure. Il ne faut pas être dans l'irréel et être hors sol non plus. Les choses sont dures. Mais oui, il vaut mieux regarder le verre à moitié plein que regarder le verre vide, mais à moitié vide. Parce que ce vide-là,
il appelle que du malheur. Qu'est-ce que vous avez envie pour votre exercice de demain ? C'est une bonne question. De quoi est-ce que vous avez envie pour votre Moi, j'ai envie que cette profession d'avocat, elle conserve cette liberté parce que je dirais que il y a peu de métiers qui vous permettent ça, ce contrôle sur comment vous organisez votre journée ou comment vous subissez la désorganisation totale. Parce qu'il y a des jours où vous avez planifié votre journée pour faire X, Y, Z, et vous n'allez rien faire de ça parce qu'il va se passer un truc qui fait que vous allez devoir partir sur autre chose. Et ça n'a pas de prix. Et vous le trouvez dans très peu de métiers. C'est que des métiers où vous êtes forcément en autonomie, donc soumis à une incertitude financière. Il faut aussi garder cet aspect-là en tête. Mais je voudrais que cette profession elle puisse garder ça et qu'elle ne soit pas hachée menu par l'ubérisation de la profession, le recours à des technologies pour simplifier des tâches, rendre plus facile pour le client, moins cher pour le client, différent. Je voudrais qu'on remplace jamais le fait qu'un avocat, il peut être capable en 10 secondes de régler un problème pour des montants colossaux. Et ça, si on doit tout ramener à une question de prix ou une question de prédiction de comment ça va se passer, c'est bien qu'on aura perdu cet aspect-là. Et moi, je crois fondamentalement que même dans des matières où la jurisprudence est très fixée, les choses peuvent souvent évoluer, il peut se passer quelque chose. Et vous pouvez arriver à gagner en première instance un dossier, ingagnable selon tous les critères, mais vous pouvez y arriver parce que vous avez un alignement d'étoiles et vous le voyez. Ça tient à la personnalité du juge qui vous prend ce jour-là, ça tient à un événement qui s'est passé ce jour-là au tribunal ou en France, et vous arrivez à l'exploiter pour ce dossier, ça n'a rien à voir avec le droit. Et ça va placer votre client en situation d'obtenir une transaction, quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas eu. Et cette liberté, cette capacité de l'avocat à garder ce sens humain d'exploiter les failles, ça, il n'y a aucun logiciel qui peut nous le donner, et c'est ça qui fait un peu l'essence, pour moi, de la profession. Et ça, on doit absolument le garder. J'espère que on ne deviendra pas des espèces de robots au service de technologies qui permettent de prédire, de rédiger nos actes, tous de la même manière, et qu'on nous laisse une parole, qu'on laisse un peu de place à l'oralité quand il s'agit de débattre d'un problème. Ça, c'est hyper important pour moi. Donc ça, c'est sur la vision de la profession d'avocat et de ce que vous souhaitez qu'elle reste et qu'elle ne devienne pas. Est-ce que en termes de type de dossier sur lesquels vous aimeriez intervenir à l'avenir, vous avez dit, ça a été des vagues, et il n'y a jamais rien qui s'est fait parce que c'est parti d'une intention, mais quand même, il y avait cette intention du pénal et ça s'est quand même réalisé, même si d'une manière que vous n'attendiez pas. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, par rapport à la configuration de votre activité en droit civil et commercial des affaires et en droit pénal des affaires, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez intervenir qui sont pas nécessairement ce que vous faites aujourd'hui de plus? Non? En fait, j'ai envie de dire, ce qui me fait envie, je sais pas ce que ce sera. J'ai envie que l'envie vienne du dossier ou de la personne qui va s'asseoir et me raconter son problème. Okay. Ça me fait envie. Mais de me dire, tiens, j'aimerais travailler sur tel dossier, sur le dossier UBS2 demain. Non, je réfléchis pas comme ça. Peut-être c'est un tort. Non, c'est une question ouverte. Comment dirais-je, c'est pas. J'ai jamais jalousé les beaux dossiers qu'avaient les autres. Ça m'a pris du temps, mais je jalouse pas ça. Je suis content que quelqu'un d'autre ait un magnifique dossier, soit sur un truc extraordinaire, et ça n'est pas un manque pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que sur ceux qui rentrent et qui vont me présenter quelque chose, ça suscite un intérêt chez moi. Ça suscite une envie d'être surpris. Voilà. Moi, j'ai envie de ne pas savoir ce que exactement demain je vais être appelé à faire. Ça me va. Ça m'angoisse plus de savoir que je vais devoir faire ça à telle date, ça à telle autre date, que je ne sais pas si j'aurai un dossier dans 6 mois. Ça m'angoisse pas. Et une dernière question, parce que j'y pense, quand vous avez quitté ce deuxième cabinet américain et que vous avez annoncé que vous partiez pour poser votre plaque et faire du pénal, on vous a dit mais va te brûler les ailes, mon enfant. Qu'est-ce que rétrospectivement vous pensez quoi de ça?
C'était une décision un peu folle, mais je pense que j'ai eu raison de la faire, parce que si je ne l'avais pas fait, j'aurais toujours eu le regret de ne pas l'avoir essayé. Et finalement, les décisions les plus irréfléchies, elles s'avèrent bonnes 13 ans après. Pas parce que j'ai eu raison ou tort, mais parce que ça fait ce que je suis aujourd'hui. Quelle est votre dernière joie? Ma dernière joie? Oui. C'est d'avoir battu mon fils au Pokémon hier matin, au petit déjeuner. Ça fait Pokémon, un moment que c'est... Non, avec des cartes. Avec des cartes, ouais. Ok. Ah oui, ça, c'était une grande joie. Mais non, mais c'est très bien. Et qu'est-ce Après, que vous si vous parlez de joie judiciaire, non, puis de revenir joie... au travail, non. ça passe un peu après ça. Ouais. Ça me procure encore un grand plaisir. Et je peux vous dire, si on parle de joie judiciaire, il y a... Quel jour on est? On est mercredi. Voilà, jeudi de la semaine dernière, j'ai plaidé un dossier et cette audience était super. Il y avait une espèce de bataille assez féroce avec l'avocat d'en face, mais avec une présidente qui maîtrisait bien les débats. Et nous deux, on connaissait bien notre dossier. Donc ça a amené à des échanges de très haute volée. Je ne sais pas si on va gagner ou si on va perdre, mais en sortant de cette audience, j'ai été vidé et content. Voilà. C'est ce qu'on aime dans le travail. Exactement. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe, puisqu'on parle d'audience? Je suis toujours en costume sous ma robe. Toujours en costume. Toujours en costume. Jamais en basket ou en short, même si je porte une grande partie de la semaine. Mon costume de travail, c'est plutôt le polo, un jean et des baskets. Et je mets le costume, en revanche, pour aller au tribunal et pour le porter sous la robe. Donc j'ai lu qu'aujourd'hui, vous aviez une audience. Ce matin, j'avais une audience. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous en prie, merci à vous.